Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S909 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 7 novembre 2024. Cette émission vous est présentée par Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format photo et vidéo qui depuis 10 ans innove et accompagne les professionnels, les créateurs et les amoureux d'images. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Ronnie Studienne de la boutique IPLN et le journaliste spécialisé Louis Royer du magazine en ligne Phototrend pour notre grande sélection des meilleurs hybrides de l'année 2024. Alors comme chaque année, avant de commencer, je vous propose que l'on fasse un petit point sur les nouveautés et les tendances qui ont vu le jour en 2024. Jusqu'à présent, l'année 2024 a été relativement calme côté nouveaux boîtiers et en particulier chez Sony. Chez Canon, j'ai compté 2 boîtiers, le R5 Mark II et le R1. Chez Sony, un seul boîtier, le ZV-E10 Mark II. Chez Nikon, 2 boîtiers, le Z6 III et du coup très récemment le Z52. Chez Fujifilm, par contre, 4 boîtiers. Ils ont fait très fort. Le X106, le GFX S2, le X-T50 et tout récemment le X-M5. Chez Lumix, 2 boîtiers, le S9 et le GH7. Chez OM System, 1 boîtier, l'OM1 Mark II. Et chez Leica, 2 boîtiers, le SL3 et le nouveau Q3 43. Ronnie, comment tu peux expliquer un peu cette année calme, je trouve? C'est difficile réellement de donner une explication. C'est vrai qu'on a vu pas mal d'optiques sortir. On avait quand même eu des années précédentes qui étaient très fastes au niveau des nouveautés. On a aussi une tendance, et on en a déjà parlé, quand même de ralentissement, avec des boîtiers qui marchent très bien, qui sont avec une durée de vie commerciale du moins, qui sont plus longues. Après, il y a énormément d'attentes sur plein de choses, que ce soit, tu parles de Sony, parce que c'est vrai qu'ils nous ont habitués à sortir énormément de produits chaque année. Ça, je crois que c'est jamais arrivé une année où Sony lance un seul boîtier, quoi. De mémoire, l'année non. est pas Puis finie. un ZV-E10 Mark II en plus, quoi. Ouais. De mémoire, non. Alors, Benjamin a raison, l'année n'est pas finie, on aura peut-être des surprises. Il y a des rumeurs. On sait qu'ils aiment bien parfois sortir des trucs comme ça au dernier moment, mais ils sortiront pas tout. Enfin, je veux dire, on entend, l'Alpha One, on parle peut-être d'un remplacement. L'Alpha 7 IV, malgré tout, on est en attente d'eux, parce qu'aussi les concurrents à côté ont bougé. L'Alpha 7S 3, c'est pareil. Alors, oui, ça fait longtemps. Hein. FX3 Mark II, on lit beaucoup de choses et aussi. Donc, il y a quand même, je pense, un vrai vivier et un potentiel. Pourquoi ça n'a pas bougé ? J'ai pas d'explication réelle là-dessus, si ce n'est que peut-être on s'est très mal habitué les années d'avant avec beaucoup de sorties et que du coup ça nous paraît un peu pauvre et qu'on aura peut-être un décalage d'une année très faste avec une année qui le sera un peu moins. Écoute, il y a peu, mais il y a des sorties marquantes quand même. C'est ça. Le R5 Mark II, c'est une sortie marquante. Le Z6 III, quelque part aussi. Le Pentax 17, moins. Mais on n'en a pas parlé. Je l'ai même pas noté. Une sortie argentique aussi. Mais il y a eu des sorties un peu marquantes quand même. Louis, on a beaucoup parlé du X106 aussi. Oui, moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de boîtiers annoncés, plus d'une douzaine au final. Et même chez Leica, ils ont aussi le Deluxe 8. Attention, une grande nouveauté redessinée. Mais c'est, en fait, comme vous disiez, c'est surtout en fait, que c'est Sony qui d'habitude tire un peu la machine en avant. Et depuis 10 ans, en termes de nouveautés, qui sortent 2, 3, 4 boîtiers par an, là il n'y en a qu'un seul. Et on a l'impression que c'est un peu plus calme. Après, là, tu disais bien, le X106 de Fujifilm était attendu depuis très longtemps et il a explosé les records de précommande. On peut toujours pas l'acheter de toute façon parce qu'il est toujours en rupture. Canon, le R5 II, je crois que se précommande et se vend très bien aussi parce que c'était le boîtier attendu par excellence. Je crois qu'il y a une petite déception, je pense, de Canon et surtout des photographes de la part du R1, parce que tout le monde attendait vraiment, ils imaginaient un R1 qui concurrencerait la1 de chez Sony, un truc qui surpasserait le Z9 de chez Nikon, et finalement le boîtier est un peu... Alors c'est un excellent boîtier sur plein de points, mais on attendait un truc vraiment de tous les superlatifs, et là il y a une petite déception, et je crois que beaucoup de gens pensent qu'ils auraient dû après ce boîtier R3 Mark II. Tu le ressens toi, cette petite déception en magasin, ou pas vraiment ? Alors, on l'a déjà nous ressenti nous-mêmes. Parce que c'est vrai qu'avant d'être des vendeurs, on est aussi des technophiles et des gens qui aiment la technologie. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Pour moi, c'est plus un R3 Mark II qu'un R1. Parce que le R1, tel que ça l'a été présenté, aurait dû, je suis d'accord, surpasser tout. Donc, qui dit surpasser tout, dit autofocus au top, dit capteur encore au-dessus, et, encore surtout avec plus de définition. Avec plus de def, etc. Donc, est-ce que ça laisse l'opportunité à ce qu'il y ait
encore un autre boîtier, et c'est vrai j'ai pas mal de clients qui m'ont envoyé quelques articles, un R1X qui a commencé à avoir le jour Ils vont pas aussi au niveau des rumeurs. Ils vont pas sortir 3 modèles flagship Alors, différents, quoi. Pas immédiatement. Après, le R3, je pense que voilà, il va gentiment finir sa vie, et le R1 prendra la suite avec un R5 Mark II. Et pour moi, ça serait cohérent. Après, sur les clients, on a moins de précommandes, bien entendu, sur le R1 que sur le R5 Mark II. Est-ce que c'est lié à la déception? Est-ce que c'est lié au fait que le prix n'est aussi pas le même et que du coup, il faut quand même être dans des use cases très particuliers pour vraiment ressentir le différentiel? C'est possible aussi. Après, ils ont vraiment dopé le R5 Mark II qui peut-être a justement découragé, si j'ose dire, certaines personnes qui avaient le budget et l'envie d'acheter le R1, mais qui se sont dit, en fait, regarde, le R5 Mark II, aujourd'hui, il répond quasiment à tout. Il a aussi plus de pixels. L'un dans l'autre, je fais ça. Et je pense que c'est aussi ce qui explique un très, très, très gros succès du R5 Mark II. Un peu aussi comme chez Nikon, où finalement, on a le Z8 qui cannibalise complètement le positionnement même, l'existence même du Z9. Les stratégies sur les pro flagship en ce moment, c'est pas clair. C'est Et puis chez difficile. Sony, c'est encore plus pas clair, parce qu'on Ouais. a le A1 qui commence à vieillir sérieusement, et le A9 III qui a un positionnement tellement particulier qui s'adresse à une niche, en fait, quoi. C'est très difficile à lire, je suis assez d'accord. Après, c'est vrai qu'on remarque que, pour moi, il y a quand même quelque chose qui n'est pas totalement idiot dans cette stratégie-là. Je vais reprendre Canon et je vais reprendre Nikon. Même si ça cannibalise les plus gros, on sait très bien qu'en termes de vente et en termes de volume, lié notamment au prix, tu vas plus facilement avoir des gens à 4000, 4005 que à 7000. Donc, que le Z8 ait cannibalisé le Z9, oui. Alors, je trouve que c'est encore différent parce que le Z9, pour le coup, est antérieur en termes de techno. Donc, on aura certainement un Z9 Mark II, ou je sais pas comment il s'appellera, qui viendra peut-être ramener du plus. Pour le R1 et R5 Mark II, on l'a dit, c'est vrai que c'est un peu moins lisible. Sony sur la 9 III versus le A1, là encore, on a des générations qui sont différentes, avec des utilisations qui peuvent aussi être différentes, d'où le A1 Mark II qu'on lit un peu partout et qu'on espère arriver rapidement. Mais oui, et puis surtout, ce qui, moi, je trouve, change beaucoup la donne, c'est qu'avant, et je vais remonter à, 10 ans, un boîtier monobloc professionnel à 6-7 000 euros, c'était quasiment que pour des pros, pour des journalistes, pour des photographes sportifs. Aujourd'hui, on a des clientèles qui ont des moyens, qui veulent se faire plaisir, acheter du flagship. Mais par contre, c'est des gens à qui, si tu leur dis, ouais, mais t'as un port Ethernet, tu vas pouvoir transférer comme ci, comme ça. Ta Rafale, tu vas rajouter une image ou tu vas avoir un truc d'intelligence artificielle pour le sport. Ouais, mais moi, je fais pas du sport, je fais plutôt de l'animalier. Bon, du coup, tu diminues aussi les cas où le flagship vraiment est au-dessus. Et c'est pour ça que les volumes de vente, je trouve, diminuent. Alors, c'est peut-être pas vrai en agence, bien entendu, parce qu'ils vont en avoir besoin. Par contre, pour du particulier avec un peu de moyens, enfin même beaucoup, c'est plus compliqué. Après, tu vendais pas ces boîtiers il y a 10 ans. Enfin, comme tu disais, il y a 10 ans, t'avais pas des... Enfin, t'as très peu de gens pas professionnels qui venaient te voir en disant je veux un D5, un X2 et compagnie. C'était rarissime. Alors qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont se dire je veux un A1 ou un Z9. Enfin, il y a plus de gens comme ça, non professionnels, qui ont envie d'acheter des boîtiers comme ça, quoi, ça. On les avait. Alors après, je pense que c'est pas partout, c'est peut-être moins, tu as raison, mais on avait quand même ça. Aujourd'hui, justement, quelqu'un qui, à l'époque, quand tu voulais un D5, est-ce que tu pouvais avoir quelque chose en dessous avec les mêmes caractéristiques, moins cher? Non, tu avais le D850 par exemple, qui était dans des caractéristiques différentes. Aujourd'hui, tu as envie d'avoir un Z9, tu peux avoir un Z8 qui est plus petit, qui en plus de ça amène de la performance technologique en plus, idem sur le R5 Mark II, et je pense que c'est ça qui redistribue aussi un petit peu l'écart. Alors, niveau innovation technologique aussi, l'année 2024 a été relativement calme après une année 2023 qui a vu naître, entre autres, l'obturation globale sur le Sony A9 III. On peut citer cette année, par exemple, la nouvelle technologie d'intelligence artificielle embarquée dans les derniers boîtiers Canon, le R1 et le R5 Mark II. On vous propose d'écouter Sébastien Corlouer de Canon France nous en parler. Le R5 Mark II et le R1 sont arrivés avec 3 innovations majeures même. La priorité à l'action qui va permettre de choisir un joueur de manière automatique lorsqu'il a le ballon. Donc ça marche aujourd'hui sur les ballons ronds pour le football, le basket et le volley, où globalement l'appareil photo va analyser la situation de ce qui est en train de se passer, la position du ballon, la position des joueurs, et avec tout ça, il est capable de déterminer avec un taux de réussite assez impressionnant quel joueur va avoir la balle et va du coup faire le point directement sur ce joueur. Et on a 2 autres innovations, je le disais. La deuxième, ça va être la priorité au visage. Alors c'est quelque chose qui était déjà en place au niveau du R3, mais qui a été poussé encore un peu plus loin, puisqu'aujourd'hui, il suffit de prendre
une personne en photo au préalable. Donc, si on prend par exemple le président de la République, on prend Emmanuel Macron en photo. Et ensuite, par défaut, si l'option est activée, le boîtier fera de manière systématique et automatique le point sur Emmanuel Macron dès lors qu'il est dans le champ. Et enfin, dernière innovation, c'est l'upscaling intégré dans le boîtier. Donc aujourd'hui, c'est des choses qu'on peut faire déjà depuis quelque temps dans tous nos logiciels de post-prod. Là, on a pris un parti pris un petit peu différent. L'idée, c'est pas de créer des choses qui n'existent pas, mais bien d'agrandir la photo 4 fois. Donc de pouvoir avoir sur un R5 une photo qui est de base à 45 millions de pixels qui va monter à 190, et pour un R1 qui est à 24 millions de pixels de monter à quasiment 100 millions de pixels. Et donc là, l'appareil photo va régénérer la photo en l'agrandissant, mais en gardant l'essence de la photo, c'est-à-dire il va interpoler la photo elle-même et pas créer des choses qui n'existent pas. C'est pas quelque chose qui est uniquement software, puisque alors certes c'est dans le boîtier, donc c'est le système qui va permettre de faire toutes ces interprétations. Néanmoins, le calcul, par exemple, ce que je disais pour la priorité à l'action ou la reconnaissance des visages, il se fait de manière instantanée pendant que vous êtes en train de travailler. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a ajouté en fait un microprocesseur dans nos 2 boîtiers qui est dédié à l'intelligence artificielle et qui va traiter tous ces calculs et pouvoir gérer tous les algorithmes qui sont derrière pour que votre boîtier soit toujours efficace et qu'il ne perde pas en réactivité, malgré le fait qu'en fait, il est en train de faire énormément de calculs derrière. C'est surtout cette nouvelle approche de upscaling intégré que je trouve intéressante en termes d'innovation technologique, même si je pense que c'est que le premier pas de ce genre de réflexion et de philosophie qu'on peut avoir intégré dans le boîtier. Ça y est, on franchit le cap où on va avoir quasiment une IA générative intégrée à l'intérieur d'un boîtier. Qu'est-ce que tu en penses, Louis ? Bah, moi, je suis assez d'accord que la fonction d'upscale, c'est une des plus intéressantes sur le R5.2 parce que les fonctions d'autofocus qui marchent avec l'IA, alors c'est très impressionnant. Après, l'IA, c'est un peu un gimmick qu'on rajoute derrière tous les autofocus depuis des années. Ouais. Et ils marchent tous très... Alors, on est un peu blasé, mais ils marchent tous très très bien, mais ça fait 3-4 ans qu'on entend l'IA partout. Par contre, l'upscale intégré, c'est nouveau parce qu'avant, on avait du pixel shift. Enfin, on a toujours ça dans beaucoup de boîtiers où, par déplacement du capteur, il prend plein de photos, puis après, il les assemble en interne ou en externe pour les boîtiers plein format, souvent. Là, Canon, avec le truc d'upscale, ils font ce que certains logiciels font déjà, type Photomator, etc. Mais ils le font en interne et ils le font assez vite. Ils peuvent le faire par lot. Et pour l'avoir essayé, ça marche très bien. Et ça marche jusqu'à ce que j'ai pu voir, sans aucun artefact, sans aucun défaut apparent. Donc on prend une photo, on décide de l'agrandir 4 fois, 5 fois et compagnie. Et il le fait en quelques secondes et ça marche très bien. Le résultat est impeccable. Et là, c'est vraiment impressionnant parce que oui, on gagne facilement en définition sans s'embêter à devoir remettre sur un pied, à faire du pixel shift. Et ça, c'est plutôt bluffant parce que c'est efficace et rapide et sans accroc, quoi. C'est plutôt bluffant. Par contre, c'est pas de l'IA générative. Hein. L'IA générative, tu pars de zéro et tu génères quelque chose. Oui. Ça, c'est pas du génératif. De là à ce qu'on ait ça intégré dans des boîtiers, après, je vois plus l'intérêt de faire de la photo. Tu vois. Là, Non, mais tu pars d'une photo. Sur des fonctionnalités genre de suppression d'objets ou de choses comme voilà. ça mais pourrait être pas du intégré. génératif. Oui, c'est pas le bon terme. Ok. Juste pour. Ronnie, est-ce qu'il y a d'autres technos qui ont vu le jour en 2024 et qui t'ont un petit peu marqué ? Alors là, comme ça, tu me prends de court. J'ai envie de dire que, en tout cas, qui m'ont marqué, qui sont des game changers ou des choses comme ça, là, de suite, j'en ai pas qui me viennent. Le capteur semi-empilé, peut-être, du Z6 III ? Oui. C'est le premier. Après, est-ce que c'est marquant ? Non, mais t'as raison. C'est vrai que j'y ai pas pensé parce que c'est... Comme tu dis, c'est le premier. Est-ce qu'il y en aura d'autres ? On n'a pas beaucoup d'infos dessus. Hein. C'est ça. Nikon, c'est très opaque. On a posé plein de questions. Mon problème, il est là, c'est que on a essayé, on nous a expliqué des choses par des visuels, par de la plus B, etc. Très bien. Maintenant, la réalité sur l'utilisation, est-ce qu'on n'aurait pas eu ce semi-empilé avec des performances similaires ? La question se pose. Et toujours est-il, est-ce que ça va être repris par la suite ? C'est une question ouverte aussi. Ce qui est assez intéressant avec ce semi-empilé, c'est que Canon, en termes de spécificité pure, arrive à avoir un capteur aussi rapide non empilé sur un R6 II. Il faut savoir que les capteurs de R6 II, R6 premier du nom et R5 premier du nom sont parmi les plus rapides en vitesse de lecture qui existent sur le marché, bien plus rapides que leurs pairs. Quand tu compares un capteur de 24 mégapixels du R6 II, du Z6 III et de la 7 IV ou équivalent et compagnie, tu vois que le capteur de la 7 III, 7 IV, Z6 II première génération est beaucoup plus lent que le capteur du R6 Mark II,
mais qui lui est tout aussi rapide que le Z6 III qui est semi-empilé. Et du coup, tu te dis le Z6 III semi-empilé, est-ce que le semi-empilé apporte vraiment quelque chose ou c'est juste une nouvelle conception de capteur que Canon sait déjà faire et qu'eux, ils appellent juste capteur de base et voilà. En tout cas, c'est intéressant parce que ça apporte une petite option sport, une petite option rolling shutter maîtrisée à un boîtier sous les 3000 euros. Après, c'est pas aussi révolutionnaire. Enfin, pour qui a chez Canon avec un R6 II, tu compares les deux à côté, tu verras la même gestion de distorsion, la même gestion du banding et tout ça. Donc, bon, c'est intéressant, mais comme on disait, on n'a pas plus d'infos sur la question et on sait pas trop d'où ça sort. Comme c'est pas Nikon qui fait ses capteurs de façon générale, c'est d'autres constructeurs qui sont spécialisés dans la fabrique de capteurs ce constructeur-là, lui, ne propose pas de capteurs semi-empilés sur ses boîtiers. Alors, c'est peut-être une demande spécifique de Nikon, mais on ne sait pas trop ce que ça peut apporter. Le capteur de 6.3 est plus rapide que celui du Z9 ou du Z6 II, ça c'est sûr, Oui. mais il n'est pas plus rapide que d'autres capteurs chez la concurrence de cette définition similaire. Donc, voilà. En tout cas, une autre petite innovation aussi, mais qui n'est pas vraiment une innovation, mais une meilleure implémentation, je trouve. On a beaucoup parlé du R5 II et de l'upscaling. Moi, c'est le pilotage par l'œil que j'ai trouvé plus réussi encore que sur le R3. Et que perso, j'aimerais bien voir ruisseler sur la série R6 aussi, parce que je la trouve ludique et je pense que à terme, ça pourrait séduire des gens qui découvrent un petit peu ce qu'est un viseur quand on passe notamment d'un smartphone. Et j'étais assez impressionné par cette techno-là sur le R5 II. Voilà. Bon. Alors avant qu'on rentre un peu dans les sélections produits, Ronnie, est-ce que tu peux nous parler un peu des habitudes des clients IPLN pour les fêtes de fin d'année? Est-ce que les gens se font plaisir ou font plaisir? Qu'est-ce qu'ils achètent? Comment ça se passe? Il y a les deux. Je pense que cette période de fin d'année, en règle générale, novembre et décembre, est évidemment l'une des plus propices, si ce n'est la plus propice pour investir, à la fois parce qu'il y a des sorties de nouveautés souvent pour cette fin d'année, on le voit, parce qu'il y a des offres commerciales qui sont aussi très pertinentes, très fortes et dynamisantes pour cette fin d'année. Et donc, on a des gens qui vont pouvoir anticiper un cadeau de Noël, par exemple, mais qui vont aussi avoir réfléchi un petit peu toute l'année en regardant ce qui se faisait techniquement, en tout cas, tout au long de la saison, et se dire, là, je le sais, c'est maintenant, c'est le meilleur moment. J'ai aussi pu constituer mon enveloppe dans le cas où c'est un joli budget et je me fais plaisir maintenant. Mais on l'a sur des boîtiers, on l'a sur également des optiques parce que l'optique aujourd'hui non seulement monte en gamme, monte en qualité, monte en prix, et on peut aussi avoir des gens qui ont déjà investi sur le boîtier, qui attendent cette période pour pouvoir compléter l'équipement grâce à toutes les belles optiques existantes aujourd'hui aussi. C'est quoi le budget moyen que tu observes en magasin pour un premier achat, ce qu'on appelle les primo-accédants à la photo? 7 800 euros. Alors, mais je l'ai toujours dit, et de toute façon, nous, on l'assume en magasin. Nous, on a un ticket de départ qui est à 800 euros aujourd'hui pour du compact expert avec un Canon G7X Mark III, ou peut-être le tout premier prix, je suis en train de penser, c'est le Canon R100 avec le 18-45. On est autour des 700 euros. Ça, c'est le début de gamme chez nous en neuf. Après, évidemment, et je sais qu'on en parle aussi régulièrement, on a tout le marché de l'occasion qui est là pour permettre de pouvoir faire des bonnes affaires pour des primo-accédants qui auraient un budget un petit peu inférieur. Ça peut être une réflexion tout à fait intéressante. Mais on va tourner quand même plutôt autour des 1000 euros. 1000 euros, 1000, 1500 sur les premiers achats. Vous continuez le service back IPLN? Non seulement on le continue, mais on le développe, on le fait évoluer, il augmente grandement et ça marche très bien. On a un excellent accueil, on essaye d'être toujours le plus réactif possible pour le traitement des dossiers, que ce soit en amont de la réception, au moment de la réception, pour permettre aux gens d'avoir très 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 rapidement l'argent pour le dépenser ensuite chez nous. Et par exemple, on peut aller dans la boutique parisienne pour faire estimer son matériel? Bien entendu. Sans trop vous spoiler, mais quand vous arrivez dans la boutique, vous avez un coin où on a même mis un logo Back IPLN qui se trouve juste à côté de la vitrine où on vend nos occasions. Et du coup, en fait, vous avez exactement le même process que sur le site ou en boutique à Lyon. Donc, vous avez des gens qui ont fait leur simulation à la maison, qui vont venir la finaliser en boutique et on va retrouver tout le processus et juste contrôler que ce qui a été noté est conforme à la réalité. Et vous pouvez aussi vous présenter sans n'avoir rien fait avant et on met le processus d'estimation en ligne directement. Bon. Et sur les bonnes affaires en perspective sur cette fin d'année, donc on a toutes les séries d'ODR, offres de remboursement qui commencent
à se dévoiler plus ou moins complexes selon les constructeurs. Effectivement. Ça, c'est vrai qu'on est soumis chaque année. Alors après, on est content parce que voilà, on en a le besoin. On va être très clair, les gens l'attendent pour dépenser. Nous, on en a besoin parce que ça crée de la dynamique aussi. Mais c'est vrai que parfois, ça commence à être un peu des usines à gaz avec il faut telle condition, telle condition, telle condition. On peut cumuler, on peut pas cumuler. Il y a la reprise, mais aussi il y a la remise directe. Il y a la remise si tu achètes l'objectif en plus. Mais attention, il y a que tels objectifs et tels objectifs qui sont pris. Après, voilà, c'est chacun son métier. Le nôtre, il est surtout d'aider les gens à comprendre et à clarifier la situation et leur permettre de comprendre que pour une configuration dédiée, ils vont pouvoir bénéficier de telle offre, telle offre, telle offre et telle offre. Bon. Et on a aussi donc toutes les offres de reprise avec Baki PLN. Et puis on a cette fameuse Black Week qui arrive très prochainement. Est-ce que tu peux nous dévoiler quelques offres qu'il faudra pas manquer? Alors, c'est compliqué parce que pour être totalement transparent, vous savez que je suis pas du tout langue de bois, mais les offres ne sont pas encore finalisées, tout simplement parce qu'on attend des informations complémentaires un peu à gauche, à droite. Ce que je peux dire, c'est qu'il y en aura pour tout le monde, pour tous les goûts, pour toutes les marques et pour tous les budgets. Après, je suis obligé de garder un peu de suspense quand même. Après, voilà, ça devrait démarrer entre certains nous parlent du 18, certains nous parlent du 21. On attend encore avec une montée et un pic le jour, le 29 du Black Friday. Je peux pas dire grand chose, mais voilà, le 29, on vous réserve une très 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 belle surprise. Donc voilà, restez connectés toujours sur nos réseaux pour en savoir plus. Bon, allez, on inaugure notre guide hybride 2024 avec une catégorie d'appareils que ne sont pas les hybrides, mais bien les compacts experts, puisque cette année, la tendance de ces appareils s'est une nouvelle fois confirmée avec pas moins de 4 nouveaux modèles. Fujifilm a lancé le très attendu et désirable X106, Ricoh a sorti de nouvelles déclinaisons de son GR3 et Leica a décliné son incontournable Q3 avec une nouvelle optique de 43 mm. On écoute le témoignage de Laurent Pidancet de Leica France nous présenter cet appareil. Si vous vous rappelez, quand c'est sorti le premier Q, avec le 28 mm, pas mal de Leicaïstes ont été un peu surpris aussi de ne pas avoir le fameux 35 mythique. Mais pareil, dans l'histoire, le 28 tient une place importante et surtout est dans l'air du temps. C'est-à-dire que le 28 mm, c'est une optique qui correspond un peu plus à ce qu'on aime faire aujourd'hui, c'est-à-dire de la street, du paysage, même des selfies dans l'absolu, des photos de groupe et ainsi de suite. Le 43, lui, va s'adresser à des gens qui vont vouloir resserrer leur cadre, c'est le cas de le dire, et pouvoir, par exemple, aujourd'hui, avec un produit de cette qualité-là, avec cette qualité de bokeh aussi, pouvoir faire du portrait, pouvoir faire une photo un petit peu moins avec des perspectives. Alors, ça sera peut-être pas pour certains l'appareil de la street, puisque la street est à la mode, mais je pense que c'est un appareil qui va prendre sa place chez nous pour tous ceux qui aimaient le 50 mm. On pense évidemment à Henri Cartier-Bresson qui a travaillé toute sa vie avec le 50 mm. Donc on peut aller justement vers une prise de vue totalement différente de celle faite au 28. Faut savoir que le Q, c'est un de nos meilleurs strapontins, un de nos meilleurs escabeaux pour venir dans la marque. C'est une carte de visite extraordinaire parce que beaucoup de gens l'ont adopté et sa philosophie reste assez proche du M. C'est-à-dire qu'un Q débrayé, ça ressemble étrangement à un M dans sa pratique et donc ça peut amener à l'utilisation du M qui est le Graal final pour justement se déconnecter de tout ce qui est technologie. Alors le Q embarque énormément de technologie, des stabilisations, de l'autofocus et ainsi de suite, mais peut être totalement débrayé aussi avec une vraie mise au point manuelle, une vraie rampe hélicoïdale, avec une vraie mise au point en proxy, avec un système qui avance tout le bloc optique. Donc tout ça, c'est des vrais plus et ce 43, je pense, va trouver sa clientèle. À mon avis, purement personnel, elle sera moindre que le 28 parce que quelque part, il est moins polyvalent que le 28, mais il risque de devenir un boîtier qui, par exemple, peut être utilisé en portrait. Je pense que ça peut être un vrai boîtier de portrait, le 50 étant chez Leica une optique de portrait. Alors, bonne ou mauvaise idée d'avoir décliné le Q3 avec un 43 mm? Très bonne.
Bah, pour moi, alors après, on s'y attendait pas forcément. On On attendait parlait d'un plus un Q3 monochrome. monochrome, Voilà. quoi. Mais alors c'est vrai qu'au début, on était un petit peu peut-être dubitatif. On s'est posé la question un peu comme le dit Laurent, de dire oui, mais le 28, on avait l'habitude, le 43 est plus restrictif, etc. Et en fait, non seulement on voit qu'il trouve sa clientèle. Après, on a l'effet de nouveauté, évidemment, mais aujourd'hui, depuis la sortie du 43, bah, c'est vrai que, pour le coup, il gargarise un petit peu les ventes de 28. Le 43 a pris le dessus, et pour avoir pu l'essayer, et en étant moi-même un fan absolu du Q3 28 que j'ai utilisé là, depuis 2 ans assez régulièrement, c'est vraiment très intéressant. Et il le disait en portrait, moi je fais beaucoup de photos de mes enfants, et ben en portrait, le Q3 43... on a vraiment monté un step. Le 28 était déjà très beau avec cette formule qui était assez spécifique, qui permettait d'avoir un très beau bokeh même de près. Mais là, le 43 apochromatique, on a monté un step incroyable. D'autant que tu peux cropper dans les 60 millions de pixels et C'est ça. recadrer un petit peu. Et là, tu obtiens des super trucs. Et puis 40 mm chez Leica, ça renvoie au Summicron 40 mm f2. Moi, j'ai commencé avec ça sur un Leica CL. Et on en a parlé il n'y a pas longtemps. C'est une focale très intéressante, le 40 mm, qui est vraiment entre le 35 et le 50. Et plus proche de la vision humaine, tout en offrant un meilleur angle de champ. Moi, je trouve ça pas mal. Toi, Louis, tu avais l'air plus dubitatif. Oh non, je suis ni dubitatif. Je dis c'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle. C'est une nouvelle déclinaison qui marche très très bien. C'est un Q3 juste un peu rallongé. Il est ni moins bon ni meilleur qu'un Q3 28. En fait, c'est juste la même formule, pas optique, mais la même formule, le même boîtier. Et pour qui aime les focales plus longues, bah, c'est tant mieux. Qui aime les focales plus courtes, il y a une autre option. Donc ils révolutionnent pas le genre. En fait, ils ont pas Non. inventé un truc phénoménal. Et c'est pas un Q3, je sais pas un Q3 135. Auquel cas là, ça aurait été vraiment très spécifique. Bah, peut-être que ça va venir. En fait, on pourrait faire la valise de Q3, quoi. Ah, mais toi, tu rigoles, mais moi je pense que c'est envisageable. Alors 135 peut-être pas, Non, un mais 75, ouais, 70-75, je suis d'accord. 90. Aujourd'hui, on a des gens qui ont pris le Q3 43, qui avaient le Q3 28 et qui se trimballent avec les deux. Bon, faut pouvoir le faire, on est bien d'accord. Arrive à un moment donné, il va falloir faire un Q objectif interchangeable, quoi. En version poche, chez les GRistes, tu as le GR 28 mm, C'est le ça. GR 40 mm. Oui, très complémentaire. Ricoh faisait ça déjà, effectivement. C'est ça. Ouais. Non, mais c'est un très bon boîtier, comme toujours chez Leica. Bon, on regrette toujours la hausse de prix phénoménale entre chaque génération. Voilà, elle est pas, enfin, pour le coup, entre le Q3 classique et le 43, l'écart de prix est, je trouve, moins phénoménal de ce à quoi on aurait pu penser. Parce que tu peux imaginer qu'industriellement, le 28 mm, ils l'avaient sur le Q2, ils l'ont mis sur le Q3. Il est sur le Q aussi. Et sur le Q aussi. Donc, entre guillemets, il y a une économie. Là, ils te redesignent une optique 100%. On aurait pu craindre une augmentation de prix beaucoup plus folle. Elle existe, mais en tout cas, moi, je la trouve, alors, attention, toute proportion gardée chez Leica, raisonnable. Après, est-ce qu'il redesign une T'as raison de optique prendre cette précaution. C'est comme avec modération. C'est tout à fait ça. Est-ce qu'il, par contre, c'est toujours la question, on avait posé à Leica aussi, est-ce qu'ils redesignent l'optique eux-mêmes du coup, ou c'est quelqu'un d'autre qui la redesign pour eux? Est-ce qui réduit un petit peu c'est les le coûts? journaliste qui se réveille. J'ai pas la réponse. C'est comme pour le mais- capteur semi-empilé. Bonne chance pour avoir une réponse. Un petit mot quand même sur le X100. Est-ce qu'il y en a dans les bacs pour Noël? Non, t'en as pas? Non, et enfin, après, moi, j'en ai pas, et je pense malheureusement, je ne vais pas décourager nos auditeurs, mais je pense qu'il n'y en aura pas. Ouais. Franck Bernard nous a annoncé, et on a parlé ouvertement au sein de la photo, que voilà, ils avaient doublé leur capacité de production, que ça allait arriver, peut-être un peu plus vite, mais bon, il parlait aussi plutôt à l'orée du premier semestre 2025. Donc là, aujourd'hui, on continue d'en avoir, on en livre, mais si tu le veux pour Noël, à part un coup de chance, ça semble plus compliqué quand même. Et du coup, les gens vont sur autre chose ou ils attendent? Eh ben, il y en a beaucoup qui attendent. Après, il y a des gens qui ont décidé de se diriger vers un XT50 parce que globalement, c'est la même chose. Avec un 27 mm. Avec un 27, avec un 23, avec une optique interchangeable. Alors, c'est vrai que c'est moins petit, c'est moins ce qu'on veut, mais en tout cas, en termes de résultats, c'est similaire. Mais quand même, moi, je suis surpris de voir qu'il y en a énormément qui attendent, qui s'impatientent beaucoup, mais qui attendent. Moi, ce que je suis toujours surpris, c'est par ces capacités de production limitées que les constructeurs subissent, ou alors c'est voulu. Mais en tout cas, le X105, il avait été victime de son succès et c'était pas forcément attendu à Fujifilm qu'il soit aussi demandé. Et le X106, ils savaient à quoi s'attendre. Ils savaient. Alors, ils ont augmenté leur capacité de production, ils ont délocalisé en Chine vers des usines plus grandes. Et pour autant, alors il y a un bel effet de précommande de ça, mais pour autant, ça change. Enfin, ils sont toujours en retard de délai, mais c'est pas les seuls. Canon aussi, avec leur R5, ils ont des mois et des mois d'attente. Nikon Z8, Z9, c'était aussi très compliqué. Bon, il y avait aussi la pénurie liée au Covid qui expliquait ceci. Mais c'est des constructeurs. Alors, c'est pas des constructeurs de bagnoles. Ils font sur des échelles moindres, ou comme des trucs de smartphone aussi, ils font des palettes par millions et millions d'exemplaires. Mais étant donné qu'il y a une forte demande, on pourrait se dire.
on augmente un peu les capacités de production, ou alors ils pensent vraiment que c'est juste un espèce d'effet d'annonce, un effet d'aubaine, et que ça va se tarir très vite, et du coup ils préfèrent ne pas du tout augmenter leurs usines pour se prémunir d'un éventuel crash très, très soudain après, une fois que les premières précommandes auraient été livrées, quoi. C'est toujours assez bizarre, pour le consommateur du moins, d'être toujours attendre 2 ans, 3 ans un boîtier. C'est un peu déconnant au final. Ouais, non, tout à fait. Après, je pense qu'on n'aura jamais de réponse officielle là-dessus. J'ai du mal à croire que, par contre, ils soient dans cette idée de dire c'est un effet de mode, etc. Parce que, et de toute façon, ils ne te le diront pas. Parce que si c'est ça, ça veut dire que tu désavoues plus ou moins ton produit qui est censé quand même avoir une durée de commerciale de 2, 3, 4 ans. Après, je pense que comme dans toute entreprise et en ce moment, il y a quand même une certaine frilosité. Et que même si on t'annonce que ça va être le carton exceptionnel que tu n'as jamais connu dans ta vie, ok, t'en prends peut-être 3 fois plus que ce que tu avais pris le précédent. Il mériterait, si tu avais les valves toutes ouvertes, d'en prendre peut-être 10 fois plus. T'en prends que 3 et tu te dis, après, on attendra. Et je pense que bien malheureusement, c'est ce qui se passe. Ou alors, l'autre option, là, je parlais peut-être plus pour Fuji, pour Canon. Je pense aussi peut-être qu'ils nous font des effets, et ça, tout le monde l'a fait, de sortir un produit peut-être avant qu'il soit réellement totalement prêt en usine à sortir des quantités en masse pour bloquer un petit peu les fuites vers d'autres modèles, d'autres constructeurs ou autres. Donc on les a au début en petite quantité et après les valves s'ouvrent petit à petit parce qu'on a un vrai rythme de production. Ouais, mais justement, je veux dire, quand on voit un peu cette tendance depuis quelques années sur ce créneau du compact expert, quand on entend les chiffres de vente de ce X106, qui est quand même un boîtier vendu 1 800 €, comment on peut imaginer que les autres acteurs de cette industrie négligent encore cette catégorie de boîtiers? Comment c'est possible? J'ai pas encore une fois, j'ai pas de réponse aujourd'hui. Je pense que non, mais après c'est une réflexion. Bien sûr, non, mais tu as raison. Après, c'est compliqué de faire des. Enfin, là, on est presque à parler de virage à 180 degrés à chaque fois. C'est-à-dire que je te donne un exemple. Nikon, ils ont complètement arrêté les compacts. Demain, ils sortiraient un style X100 en version Nikon, en APS-C ou en full frame un peu à la type Leica. En fait, tu viens recréer un truc de zéro par rapport à quelque chose qui n'existe pas. Sony, c'est les seuls où on pourrait se dire, en fait, ils ont déjà fait avec la série des RX1, RX1R, avec le succès plus ou moins mitigé qu'on a connu. Ils pourraient, en tant que leader, ou en tout cas dans les leaders du marché, ça serait attendu. Il y a des fantasmes chez Fuji aussi. Il y a des petits moyen format compact expert. Je crois que étant donné les prédictions qu'on a pu avoir ces dernières années autour de rumeurs et compagnie, le fantasme d'un moyen format, d'un compact expert moyen format chez Fujifilm, je pense qu'il va il serait peut-être concrétisable. Après, chez Sony, là en 2025, ça marque les 10 ans du RX1R Mark II. Il y a quelques années, il y a encore l'année, tu leur demandais Sony France, Sony Japon, alors un RX1R Mark II, ils disaient non, mais c'est une niche, une fois qu'on aura vendu 4, c'est bon, il y aura plus beaucoup de demandes et tout ça. C'est pas une niche. Ouais, maintenant ils se rendent compte, moi j'ai un discours, j'ai entendu un discours de part de dirigeants de chez Sony où oui, alors ils se rendent compte que c'est plus vraiment une niche, que finalement on voit chez Fujifilm qui vend 10 fois plus de X106 que de XT5 ou je ne sais quoi. Et donc ils commencent à se dire bon, ou alors c'était un discours avant et maintenant ils vont l'assumer bientôt. Ils ont eu raison trop tôt, ça arrive parfois. Ouais, Sony, c'est peut-être plausible que on peut avoir un RX1 parce qu'ils ont la techno, ils ont la boîtier, ils savent faire des trucs très compacts. On voit le RX1R Mark II, le truc est plus petit qu'un Ricoh GR avec un capteur moyen, plein format et un 35 mm f2. C'est pour ça que sur le marché actuel, je pense que c'est ceux qu'on attendrait le plus, c'est eux. Ils savent le faire. Pour moi, ils doivent le faire. Après, attention. Le red flag, c'est faut pas faire n'importe quoi, faut pas placer n'importe comment, parce que on pourrait avoir la tentation de se dire, ok, regarde Leica du Q3, c'est 6 000 balles, il n'y a pas de problème. Je pense que justement, ça serait peut-être la grosse erreur à faire, ça serait de faire la même chose, parce que même si on tout ce qu'on veut, Leica, ça demeure une marque et un produit qui est à part, et que et des clients à part. Non mais voilà, des marques, des clients à part, et effectivement, il faudrait quelque chose un peu intermédiaire pour justement dire aux gens tu veux un peu la même chose mais t'as pas 6 000 balles à mettre, on a une solution intermédiaire. Après, c'est chez Sony, ils respectaient la logique de ce qu'ils faisaient avant, ce qu'ils font maintenant, un compact expert plein format, capteur très défini, étant donné qu'un A7CR c'est 3700, 3800 €.
avec une optique en plus dessus, ouais, on serait dans les 4000, au moins 4000 €. Mais tout ça, ça suffit pas. Faut faire un objet désirable. Ah oui. Comme le Leica Q et comme le Fuji X100 qui n'a pas varié d'un iota niveau design depuis le premier. Comme et le c'est Ricoh important. GR aussi. Et les Ricoh GR, absolument. Dans C'est un très édition qui est différent, hein. pourtant hyper sobre. Ah, ils sont tous singuliers de toute façon. Ouais, c'est ça. Après, le marché, les constructeurs sont un peu moins frileux parce que bon, Leica, ils ont le Deluxe 8 aussi qui arrive. Canon, ils commercialisent encore. Non, c'est plus vendu de neuf. G1X. Le GX2, c'est plus vendu Moi, neuf. j'ai GX le Mark III, non, G7X, c'est fini. enfin, Mais G7X, tu as ouais. cité tout à l'heure le G7X C'est 3 ça, ouais. que j'avais oublié, mais qui existe encore. Après. Qui est un très bon petit Mais compact qui a expert. subi des pénuries aussi. On n'en a pas pendant 6 mois. Et puis, enfin, j'exagère, 3 mois. Puis après, t'en reçois, comme c'était il y a une Après, dizaine d'un coup. on attendait Panasonic et on pensait que ce qui est devenu le Lumix S9 serait un compact expert plein format, une réponse c'est à vrai. un Q moins cher parce que on sait qu'ils ont beaucoup de synergie entre eux. Finalement, on a eu le Lumix S9 qui est un hybride, alors qui a été un peu plus débridé là récemment après des mises à jour qui lui ont enlevé ses principaux défauts, mais qui reste quand même un hybride perclus de limitations. Et finalement qui n'est pas un compact expert plein format comme on aurait pu l'attendre, et je pense qu'il souffre surtout de ça, le S9, de ne pas être ce qu'on espérait, quoi. On va en parler du S9. Allez, on change de catégorie et on rentre dans l'univers des hybrides à, entre gros guillemets, petits capteurs, APS-C et micro 4/3. Cette année, l'une des nouveautés a été le ZV-E10 en seconde génération, un appareil taillé pour la vidéo et les créateurs de contenu. On écoute Fabrice Abuaf de Sony France nous en parler. Donc la gamme ZV, pour être plus factuel, c'est une gamme orientée vidéo. C'est-à-dire que ce sont des petits boîtiers. Alors en l'occurrence, il y a de l'hybride APS-C et du plein format, et le ZV-E10 fait partie de l'hybride APS-C. Ce sont des petits boîtiers qui vont aussi bien faire de la photo que de la vidéo, mais qui vont avoir des fonctions vraiment dédiées à la création de contenu, typiquement le focus sur la présentation de produits au premier plan, une exposition privilégiée pour le visage, un suivi bien sûr autofocus hors pair et une capture audio de très grande qualité directement sur le boîtier. Donc c'est vraiment le mix photo-vidéo avec un plus pour la partie création de contenu vidéo. Et le ZV-E10 Mark II donc, arrive en deuxième génération, donc toujours avec un prix très accessible, voilà, un bon an mal an autour de 1 000 €, un petit peu plus pour le ZV-E10 Mark II et un peu moins maintenant pour la première génération. Le ZV-E10 Mark II va vraiment apporter des évolutions importantes pour des utilisateurs, des créateurs de contenu un peu plus exigeants. On va retrouver bien sûr le nouveau capteur, le 26 millions de pixels BSI, donc qui va apporter une meilleure qualité d'image aussi bien en photo qu'en vidéo. On retrouve une bonne stabilisation électronique en plus, une capture audio encore meilleure et surtout une batterie plus grosse, hein. On reprend la batterie des Alpha 7 plein format. Donc on aura une meilleure captation vidéo, une meilleure autonomie, une meilleure mise au point, une meilleure captation audio. Et voilà. Donc tous ces secteurs-là ont été éprouvés pour pouvoir offrir en fait un next step au ZV-E10 version 1 avec le ZV-E10 Mark II pour les utilisateurs et les créateurs de contenu plus exigeants. Bon, on va écouter vos recommandations maintenant dans cette catégorie des hybrides APS-C et micro 4/3. Le meilleur rapport qualité-prix, le plus performant pour la vidéo et potentiellement votre coup de cœur. Louis, je te donne la parole. Alors, selon moi, ce qu'on pourrait qualifier de meilleur rapport qualité-prix, c'est un boîtier qui a été annoncé récemment et qui est un peu le rival du ZV-E10 Mark II de chez Sony. C'est plutôt le Fuji XM5 qui se montre beaucoup moins conservateur que le ZV-E10 Mark II en termes de technologie. Alors, il n'a pas de viseur, hein, c'est des boîtiers d'entrée de gamme. Il est à 900 € nu, ce qui est déjà une bonne nouvelle d'avoir un boîtier sous les 1 000 € de nouveau chez Fujifilm. Et globalement, il reprend les mêmes spécificités qu'un X16-20, qui avait le capteur 26 mégapixels du XT4, du X105 et compagnie, mais avec l'architecture des XT5 et du XT50, donc un processeur plus récent. Et donc, il est très performant en autofocus, avec des reconnaissances de plein de sujets. Il a une très bonne rafale à 13 images secondes, c'est très honorable. Et en plus, il peut filmer en vidéo. Alors là, c'est là où je trouve qu'il bat le Sony un peu à plat de couture, c'est qu'il peut filmer jusqu'en 6,2K sur toute la largeur du cadre. Il a plein de fonctions avancées. Il a un mode aussi de reconnaissance, de présentation de produits, d'objets et de focus, défocus des zones du flou d'arrière-plan comme fait chez Sony, mais pour un tarif plus contenu, pour un boîtier plus petit aussi.
Alors il est un peu tout en plastique, mais il est plutôt joli. Et avec un parc optique APS-C chez Fujifilm qui est plus fourni que celui de Sony. Et je trouve qu'il est bien plus attrayant pour qui veut faire du vlog ou de la photo comme ça en voyage. Le XM5, c'est vraiment un boîtier, quand on dit qu'il rentre dans la poche, là c'est pas du tout galvaudé, c'est vraiment, il rentre dans une poche de jean, quoi. Il est vraiment tout petit, quoi. Avec un 27 mm, c'est un truc, on est dans une poche intérieure, une poche de portefeuille, quoi. Et donc ça c'est vraiment sympa, et pour moi c'est un boîtier un peu coup de cœur en cette fin d'année, parce qu'il a un peu tout ce qu'on attendait d'un boîtier d'entrée de gamme sous les 1000 €, si ce n'est pour le viseur. Et là, à ce niveau-là, il bat ses rivaux chez Canon ou chez Sony, voire même Nikon, avec même le Z50 Mark II, je le trouve moins ambitieux que ce XM5 finalement. René? Il a tout dit. Hein. XM5 aussi. Il nous a peut-être. Je pense qu'il nous a tous coupé un peu la chic, parce que oui, XM5, alors il va arriver, mais quand tu lis effectivement la fiche caractéristique et quand tu regardes le produit et quand tu vois les premiers retours de test et quand tu vois d'ailleurs l'engouement, parce que on a déjà un bel engouement sur le produit, clairement en rapport qualité-prix dans cette gamme-là, je suis assez d'accord. Pour moi, on fait pas mieux. Sauf si on veut un viseur. Alors oui, bien sûr. Si on veut un viseur et un boîtier robuste, moi j'irais vers l'OM5, qui est un boîtier à 1149 €. C'est du micro 4 tiers, mais c'est un petit boîtier qui est vraiment ultra compact. Il y a une gamme optique qui est phénoménale. Donc moi j'irais plutôt là-dessus. Mais après, qualité d'image, le côté attrayant de l'accès direct aux simulations de film aussi, etc. Enfin, je trouve que le XM5 c'est un super petit boîtier, il n'y a pas de problème. Et si on va faire de la vidéo dans cette catégorie de produits, on a vu arriver le GH7 On a vu arriver cette année. Est-ce que c'est le top du top en vidéo, le GH7? Alors, c'est toujours très compliqué avec les GH parce qu'ils sont très très badgés effectivement en vidéo. Moi, c'est pas des boîtiers avec qui j'ai un attrait particulier en micro 4 tiers, où je leur préfère des G9 II par exemple. Ouais. Le GH7, après, il est très performant en vidéo. Il fait de la 6K plein cadre et tout ça. Il a un ventilateur intégré. Et c'est un beau boîtier pour de la vidéo. Il y a une communauté d'adeptes des Ouais. GH. Et donc, c'est très bien qu'il soit sorti ce boîtier-là. C'est Mais ça. le G9 II, franchement, en termes de polyvalence et en vidéo, il n'a pas grand-chose à En lui fait, envier. le GH7, c'est un G9 II dans un nouveau boîtier, globalement. Avec un ventilateur. Mais avec le ventilateur, enfin, c'est le boîtier du GH6 et avec toutes les caractéristiques du G9 II. Il révolutionne pas la poudre. Moi, en vidéo, je préfère quelque chose comme en APS-C, type Fujifilm X-H2S ou Sony FX30, qui est toujours un hybride, même s'il n'a pas de viseur, qui là sont des hybrides vraiment vidéo. Et le X-H2S, en plus, il a un capteur empilé. Donc, il est très, très polyvalent. Donc, par contre, C'est pas le même prix. c'est pas beaucoup plus. Enfin, je crois que c'est 2006 pour un X-H2S, c'est 2002 pour un GH7. C'est pas le même prix, mais les optiques APS-C de chez Fuji sont peut-être un peu de meilleure qualité que les optiques classiques en micro 4 tiers, si ce n'est les optiques vidéo, mais qui sont très très grosses en micro. Les optiques, les Zoom A1.7 de chez Panasonic. Donc moi en vidéo, je dirais plus sur un X-H2S ou une FX30 chez Sony qui là est vraiment très très orienté vidéo et profite de tout ce que sait faire Sony en vidéo, quoi. Les choix sont effectivement très très bons. Après, je suis content. Celui que moi j'avais en tête, pour le coup, il me l'a pas piqué. C'est le 6700. J'aime beaucoup la 6700 pour sa compacité aussi. Alors, il n'est pas parfait. Mais aujourd'hui, couplé avec un 1805 motorisé, on en parlait tout à l'heure, couplé avec un 1850 de 8 Sigma pour avoir quelque chose de plus compact, plus léger à trimballer, c'est aussi une option que je trouve très très bonne. Et pour le coup, c'est vrai que pour revenir au GH7, je pense que le GH7 et le 6007 par exemple, ou le XH2S que tu citais aussi, on fait pas la même vidéo. C'est-à-dire que je trouve que le GH7, de par son gabarit déjà, tu vas pas le trimballer de la même façon que tu vas pouvoir prendre un AFA 6700 ou même un XH2S. Après, effectivement, il y a des communautés entières qui ne jurent que par le GH, mais on est plus sur du tournage plus posé pour moi, quelque chose tu vas travailler sur un pied, tu vas capter même un petit court-métrage éventuellement ou quelque chose comme ça. Donc, c'est de la vidéo, mais c'est un aspect différent de la vidéo. Et il y a un avantage au GH qui est indéniable, que pour l'instant seul Fujifilm fait avec des GFX, je crois, c'est l'enregistrement direct sur SSD. Sur SSD, oui. Ça qui, moi, franchement, c'est une killer feature qui devrait être sur tous les boîtiers du marché en vidéo. Enfin, on nous sort des boîtiers qui filment en 8 carreaux avec 2 ports USB-C des fois. On dit, ah ben non, on les a bridés, on peut pas se servir de ça. Il faut lui acheter des cartes à 1500 € pour enregistrer 5 minutes de rush dessus. Ça me tue. Et franchement, l'enregistrement direct sur SSD, il y a que Panasonic qui le propose quasiment sur tous ses boîtiers de série. Et ça, c'est vraiment... Surtout que les CF Express surchauffent beaucoup. Elles surchauffent, puis elles sont très très chères aussi, même si le prix tend à descendre. Globalement, un G9 II, un GH7, un S5 2X, tu veux filmer si tu es sérieux en vidéo, même s'il y a des limitations chez Panasonic sur certains aspects, au moins tu branches un SSD de 4 Tera qui t'aura coûté le quart du prix d'une carte CF Express à 1 Tera.
Et comme c'est des boîtiers, effectivement, comme disait Ronnie, qui sont faits pour être mis sur des cages, sur des pieds, sur ceci, sur cela, tu t'en fous que ça fasse un peu usine à gaz, parce que de toute façon, c'est le principe. T'as des adaptateurs qui existent C'est ça. pour les Pour disques même maintenir les SSD, de ouais. Smallery qui sont C'est ça. super. Quoi. Ouais. Mais là, c'est vraiment un truc pour qui fait de la vidéo. Effectivement, j'ai oublié de le mentionner quand je faisais ma liste initiale. Mais pour qui fait de la vidéo, l'enregistrement direct sur SSD, ça devient. Enfin, c'est un truc à privilégier forcément maintenant. Quoi. Ça devrait être, je pense que ça devrait être de série sur tous les boîtiers. Et je pense qu'ils peuvent le faire, mais que c'est une volonté des constructeurs de les brider pour une raison qui m'échappe encore. Pour vendre des cartes. On a entendu Fabrice nous présenter le ZV-E10 Mark II. Bon, orienté vidéo, et puis un exercice particulier en vidéo qui est celui du vlog. Toute cette série, d'une certaine façon, s'adresse aux utilisateurs de smartphones qui ont envie de passer un cap en termes de production, de qualité d'image par rapport à leur smartphone. Est-ce que ces messages-là sont bien passés? Est-ce que c'est bien des utilisateurs de smartphones qui s'intéressent à ces produits et qui sont séduits par ces fonctionnalités d'assistance un peu originales pour le coup, quoi? Alors, c'est là où je suis complètement d'accord avec ce que disait Fabrice, c'est qu'on va vraiment s'adresser à des créateurs de contenu. Et les créateurs de contenu, jusqu'à présent, pour certains, travaillaient effectivement encore au smartphone. Donc, oui, c'est une cible. Après, aujourd'hui, le ZV-E10 et le ZV-E10 Mark II, on a des applications type vlog, mais on a aussi beaucoup d'applications de gens qui vont faire du podcast ou qui vont travailler sur une chaîne Twitch ou autre et qui vont s'équiper avec 1, 2, 3 caméras. Ça reste quand même raisonnable, j'utilise encore ce mot, par rapport à il y a quelques années en arrière où ils étaient obligés de s'acheter peut-être du ZV-1 ou de l'Alpha 7 IV ou de l'Alpha 7 S3. Tu fais pas le même setup. Donc, c'est pour moi les deux choses où le ZV-E10 a vraiment un intérêt. Le système de présentation de produits ou le système de recadrage automatique, etc., ça, c'est des fonctionnalités qui sont simples et qui parlent à tout le monde aujourd'hui, et nous on le voit en boutique, des créateurs de contenu, mais au sens très très large du terme, même des gens qui connaissent rien en termes de matos, mais qui ont besoin de ça, pour être sur TikTok, pour être sur Insta et venir faire de la présentation avec un niveau de qualité plus haut. Pour le coup, tu connais rien, tu poses ça, ça fait presque tout pour toi. Il a dit un truc important aussi sur l'autonomie, on n'en parle pas assez souvent, mais mettre des batteries un petit peu plus endurantes, c'est plutôt important, quoi. Pour le vlog, ça l'est, à partir du moment où tu es effectivement... Alors chez toi, non, moins. Plus, chez toi, tu l'utilises en USB-C et tu as l'alimentation full. Mais oui, pour le vlog, clairement, les FZ100 permettent d'avoir beaucoup plus d'autonomie devant soi que les petites FW50 qui aujourd'hui sont leur fait quand même leur catastrophe. Moi, je trouve toujours, par contre, que les constructeurs, ils vendent leurs produits, mais ils sont toujours un petit peu à côté de la plaque au niveau du vlog, où le vlog, ils ne pourront pas battre le smartphone ou avec un stabilisateur DJI ou même une DJI Pocket à la main, où ça, c'est tellement plus facile, tellement plus efficace, tellement plus fluide. Une DJI Pocket, pour en parler, c'est un capteur 1 pouce. C'est pas à la PSC, mais c'est pas déconnant non plus. Et c'est une petite nacelle stabilisée qui tient dans la main, ça coûte 300 balles. Ça vous suit un peu plus. Voilà. Il y a des modèles moins chers. Enfin, je parle les trois, les dernières. Ouais. Mais ça suit vachement bien le sujet et compagnie. Et pour qui veut faire du vlog comme c'est brandé initialement, comme on peut voir des gens sur TikTok ou sur YouTube en faire, les gens ils vont utiliser ça. Ils vont pas utiliser un boîtier APS-C. Alors évidemment, si c'est Marques Brownlee de MKBHD, lui il utilise une RAID pour faire du vlog, vous voyez, c'est ça. En fait, c'est deux poids deux mesures où j'ai l'impression que les vlogueurs, ils utilisent soit des trucs beaucoup plus accessibles ou qui sont déjà dans leur poche comme leur smartphone avec un stabilisateur dédié, soit on est sur des productions vraiment maintenant qui sont devenues des grosses productions, même pour les vlogueurs du quotidien. On te fait croire que c'est du vlog artisanal alors que pas du tout, quoi. Oui, alors qu'il y a 2 cadreurs, des preneurs de son et des éclairagistes. Donc oui, c'est un peu et donc nous dire ça c'est pour faire du vlog et compagnie, mais vous voyez les gens qui vloguent dans la rue, ils vloguent avec leur smartphone ou à la main ou sur stabilisateur ou avec des DJI Pocket. Je connais pas beaucoup de gens qui vloguent à l'hybride. C'est pas forcément la vertu première, et je pense que le brander comme ça, continuer à le brander comme ça en 2024, je sais pas si ça attire vraiment des clients, quoi. Alors qu'un ZV-E10, le brander comme un petit appareil du quotidien, compact, comme le XM5, oui, là c'est pas trop cher, oui, c'est plus pertinent, je pense, que le vlog en l'état. Et c'est pas les seuls, Nikon sur le 752 insiste aussi sur le petit mode objet pour, comme tu le disais, Ronnie, faciliter la prise de vue d'objets en mode vlog. Bon. C'est la terminologie vlog pour moi qui est plus bonne en fait, parce que c'est un peu passé. T'as raison dans le sens où je vais prendre les jeunes, mais c'est pas forcément les jeunes, mais qui vont se filmer en train de faire un vlog. Là pour le coup, ils vont le faire avec un téléphone, ils vont le faire avec un Osmo Pocket. Je suis d'accord avec toi. Après, des créateurs de contenu un peu plus, qui ont des communautés plus grandes, qui ont un besoin de qualité supérieure,
eux, pour le coup, vont filmer avec de l'hybride. Ça peut être de la 7.4, ça peut être du ZV, si aujourd'hui on parle de Sony, ça peut être autre chose aussi. Mais on est moins dans cette logique de vlog. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'extrême que tu disais avec 2 cadreurs, de la lumière, etc. Mais on est plus sur le truc très, très spontané où en gros, tu te filmes H24 et tu sors quelque chose. C'est d'ailleurs des formats qui aujourd'hui, en 2024, Maintenant, on me fait semblent des désuets. vlogs de 15 secondes, quoi, avec les TikTok et les Reels, quoi. C'est ça. Plus, C'est des trucs un peu désuets. Donc, pour moi, c'est vraiment l'appellation. Et puis, encore une fois, je trouve que c'est compliqué de vouloir encore aujourd'hui faire rentrer dans des cases des produits parce qu'on imagine qu'ils vont servir à quelque chose, mais en réalité, ils servent, alors je ne vais pas dire à l'opposé, mais ils servent à des choses complètement différentes et que de les recentrer trop pour un usage, ça les dessert plus qu'autre chose. Moi, c'est toujours ce que je dis quand je parle avec des constructeurs qui viennent nous présenter des produits, c'est OK, vous avez imaginé que ça va être pour faire ça, mais en fait, non, ça va peut-être être plus pour faire ça. Tu peux pas le marketer parce que c'est spécifique, mais laisse ouvert le truc, quoi. Parle de tes clients plus que de l'usage. Allez, on continue. On s'intéresse maintenant au boîtier full frame. Et cette année, on va découper cette famille d'appareils en 2 catégories. La première qui concerne les boîtiers, on va dire, entrée de gamme, qui s'adressent principalement aux primo-accédants sous la barre psychologique des 2000 €. Et une seconde catégorie plus réservée aux utilisateurs experts et professionnels. L'une des nouveautés dans l'entrée de gamme, c'est par exemple le Lumix S9, un appareil original au positionnement très particulier. On écoute Mathilde Lécuyer de Lumix France nous le présenter. Le S9, c'est avant tout un concept. La tagline, c'est Shoot, Edit, Share, avec le Edit barré. Donc, on va avoir un boîtier pour shooter, ne pas retoucher et partager, puisque le principe, ça va être de retoucher en quelques secondes à peine en s'appuyant soit sur une lutte existante d'un créateur disponible sur l'application Lumix Lab, ou alors d'une lutte déjà créée par moi-même, ou alors de ne pas retoucher du tout et de simplement partager tout de suite mon contenu. Le S9, il retrouve un design qu'on va appeler très flat, donc à l'image des GX sur les Lumix G. Donc c'est un design beaucoup plus compact, très stylisé, puisqu'on va le retrouver en 4 couleurs, bleu, rouge, vert foncé et noir. Donc c'est un boîtier qui a l'autofocus hybride à détection de phase, qui profite de la double stabilisation qui va jusqu'à 6 stops et demi et qui a même l'option Active IS pour la vidéo, surtout avec des plans qui peuvent être vraiment très très stables. On a l'impression que ça plane presque. En photo, on va retrouver le mode haute résolution 96 millions de pixels et la rafale jusqu'à 30 images secondes en AFS et en AFC. On va aussi avoir en vidéo de l'open gate jusqu'en 6K, de l'anamorphique 3,3K et du Vlog pour ceux qui veulent pousser un peu plus loin leur vidéo, du MP4 Lite qui est nouvelle qualité d'enregistrement pour aller plus vite justement dans le transfert, notamment via Lumix Lab et via les réseaux sociaux, du slow motion jusqu'en 180 images par seconde, et puis la fonction lutte temps réel ou real time LUT selon la langue qu'on utilise pour appliquer directement les presets ou les LUT dans le boîtier ou via l'application. C'est un boîtier qui diffère des S5 par sa compacité et le côté beaucoup plus intuitif, partage, je vais vite, je suis dans quelque chose d'instantané, de fun à utiliser. Moins professionnel que les S5 II et S5 IIX. Bon, Ronnie, je viens de voir, j'ai 2000 € de budget, j'ai pas de passif, je veux un hybride full frame, qu'est-ce que tu me conseilles ? C'est de plus en plus large quand même aujourd'hui malgré tout. J'aime beaucoup. Bon, là Mathilde nous parlait du S9, c'est un bon boîtier. Après, j'irais peut-être plus sur du S5 II aujourd'hui. Là, avec les offres qui ont démarré, t'en parlais, on est à 1699 pour un boîtier nu. Les kits, on est autour de 2000. On a un parc optique chez Panac qui est assez intéressant, notamment les petites focales fixes à 1.8 qui marchent très bien. On a tout le parc Sigma sur les séries DGDN et DGDN, pardon, les Contemporary et les Art qui marchent vraiment très bien. Donc S5 II pour moi, c'est un super combo. On gagne quand même le viseur, on a une meilleure prise en main. Donc je dirais S5 II dans cette catégorie, même si je dis rien d'autre parce qu'après je vais piquer les appareils aux copains. C'est pas sympa. Donc je vous laisse le choix. Je vous laisse finir. Non, mais juste pour faire un petit laïus rapide sur le S9, on en parlait tout à l'heure avec Louis. C'est vrai qu'on beaucoup attendait peut-être un modèle expert, c'est-à-dire compact expert peut-être, type Leica Q avec un viseur. C'est vrai que l'absence de viseur peut-être lui fait défaut. Il a été très bridé à sa sortie. Il était limité à 15 minutes. Et là, il vient d'être débridé, mais du coup, il a peut-être pâti de ça aussi dans sa réputation. Il y a un zoom qui vient de sortir, un 18-40, ouais, qui est quand même aussi intéressant pour un boîtier, pour garder un petit peu de compacité. Mais moi, je te rejoins en tout cas. Je pense que le S5 II, c'est
un choix plus rationnel pour tout ce qu'il fait, sauf si on est séduit par le design ou les coloris. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Bon, Louis, tu nous trouves des alternatives à Panasonic? Avoir à ce prix-là, effectivement, en neuf, alternative à Panasonic, c'est un peu compliqué, à part aller voir des boîtiers Sony d'ancienne génération, type A7C ou A7 III, qui sont encore pertinents. A7 III, je crois qu'il est encore à 1008 ou 1700 et quelques. J'ai vu 1399 € sur le site de Sony Les France. entrées de gamme full frame chez Canon et Nikon, c'est sous la barre des 2000? Alors là, il y en a un chez Nikon, il y a la Z5 qui reste à 1300 € peut-être, ou 1149 €. Donc ça, c'est pas mal. Ah ouais. Moi, c'est mon conseil, c'est mon coup de cœur. Je suis d'accord. C'est un petit peu l'équivalent du D750 en version hybride. Franchement, si on veut se lancer dans l'hybride avec un joli viseur, la stabilisation, un capteur, ma foi, performant. Alors, on va pas faire des rafales de folie, mais c'est solide. Et si on veut investir dans de l'optique, sans se ruiner du coup sur le boîtier, je trouve que c'est pas mal. C'est le petit frère du Z6 ou Z6 II, et globalement la seule grosse différence avec ces boîtiers-là, c'est qu'il a un seul lecteur de cartes et que la rafale a été bridée, au lieu d'être à 12 ou 13, 14 images secondes, elle est à 5. Mais globalement, c'est avec le Z5... On s'en fout un peu, quoi. Ça dépend qui, pour le mais quotidien, oui. en tout cas, ça reste un très bon boîtier. En tout cas, il a été placé bien plus pertinemment que l'a été le Canon R8, qui, dès sa sortie non stable à 2000 €, lui, c'était cette espèce de gros four. Surtout avec une petite batterie. Il cumulait les défauts. Parce qu'il a beaucoup de qualité. Et sa batterie. Mais effectivement, si on voulait un prix pas très cher, encore neuf, le Z5, ça reste pertinent. Le premier A7C, qui est encore vendu, qui est très compact. Et chez Sony, comme toujours, on profite toujours, c'est le parc optique en fait qui fait la différence. Ou même si les boîtiers des fois sont un peu anciens. Alors, anciens pour nous parce qu'on est un peu des geeks très technophiles comme disait Ronnie, et dès qu'il y a un nouveau boîtier qui sort, on est appâté par les nouveaux autofocus, les nouveaux capteurs. Mais pour des gens qui changent pas de boîtier toutes les 3 semaines, un A7C, ça reste toujours très pertinent. Et voilà, le parc optique de Sony, il est tellement énorme, que ce soit en natif ou alors en objectif tiers, que on trouve forcément l'optique qu'on veut, quel que soit le constructeur, quoi. Bon, je vais quand même faire mon aparté parce que du coup, elle n'a pas été reprise. On est un peu au-dessus des 2000 quand même, mais aujourd'hui, l'Alpha 7 IV, qui est un boîtier. Ah, t'es beaucoup au-dessus des 2000. Non, là, t'es à 2299 actuellement. Ouais. Sinofri PLN ou c'est. Alors, nous, on l'a. Je pense que les générales, je ne vais pas vous Puis rendez-vous le 29 je viens de novembre. passer des choses. C'est pas mal, c'est pas mal. Tu m'as enlevé le teasing, mais non, globalement, là, on est aujourd'hui à ça et je pense que. Ouais. Alors, on n'attendra peut-être pas les 2000, mais en tout cas, on ne sera pas très très loin. Et clairement, voilà, la 7.4 aujourd'hui, je pense que il y a plus de speech à faire autour. On sait tous ce qu'il vaut. Ouais. Et du coup, ça peut être une option intéressante à surveiller. Bon, on change de catégorie. On s'intéresse au boîtier expert, une catégorie d'appareils qui est extrêmement disputée en cette année 2024, avec l'arrivée de deux barons. Le Nikon Z6 III et le Canon EOS R5 Mark II. Il a fallu choisir et on vous propose d'écouter Hicham Oulaoun qui nous présente le nouveau Nikon Z6 III. Le Z6 III, il reste justement dans cet esprit aussi de cette gamme de produits Z6 I, Z6 II qui est, dont le maître mot, c'est la polyvalence. Donc on est sur un capteur qui est à 24 millions de pixels et qui va permettre d'englober une grande partie des usages, que ce soit la photographie de rue, la photographie sportive, la photographie de mariage, la photographie animalière. Il s'adresse vraiment à un très large panel de photographes, autant passionnés que professionnels. Il fait plus office de petit frère du Z8 que du successeur du Z6 II, tant il arrive avec des choses innovantes, des points innovants qu'on n'imaginait pas. C'est d'abord son capteur, c'est un tout nouveau capteur semi-empilé, donc il n'est pas entièrement empilé, mais il va avoir une partie de la circuiterie qui sera à part et qui va lui permettre beaucoup de choses, notamment des performances autofocus qui sont améliorées, qui vont être beaucoup plus précises et rapides que ce que pouvait offrir le Z6 II, mais également beaucoup moins de rolling shutter, puisque la vitesse de lecture sur ce capteur-là est beaucoup plus rapide. Elle est 3,5 fois plus rapide que ce que pouvait offrir un Z6 II. On aura aussi un tout nouveau viseur, le plus lumineux de toute la gamme de boîtiers Z, qui peut monter jusqu'à 4000 candela par mètre carré. Et également, c'est pour ça que je parle de petit frère du Z8, les performances autofocus qui vont être similaires, y compris dans les rafales,
puisqu'il pourra lui aussi aller jusqu'à 120 images par seconde en JPEG, et également le pré-déclenchement jusqu'à 1 seconde entière, donc ce qui signifie qu'on pourra aussi au maximum enregistrer jusqu'à 120 images avant même d'appuyer sur le déclencheur. Et puis en vidéo, c'est aussi la grosse nouveauté, c'est que ce Z6 III en vidéo, c'est aussi assez monstrueux. On pourra avoir du RAW, du NRAW, donc notre RAW maison, du ProRes RAW, on pourra monter jusqu'à de la 6K, la 6K 60p, et tout ça en interne sans avoir besoin d'enregistreurs externes. Donc du H265 8 bits, 10 bits, du format HLG, du N-Log, donc compatible aussi avec les récentes luttes RAID qu'on a sorties il y a quelques semaines. Tout ça en fait vraiment un boîtier à part dans la gamme, un boîtier qui vient encore monter d'un cran tout ce qui peut être fait en performance et dont on est très fier. C'est vrai qu'il est séduisant quand même, ce Z6 III. Louis, je me tourne vers toi, voilà, sur ces catégories d'appareils ultra experts, quasi professionnels ou même professionnels. Enfin, ça ne veut pas dire grand-chose de toute façon, tout ça. À quoi on a accès? On a accès un peu à tout et n'importe quoi aujourd'hui, parce comme disait Hicham, le Z6 III, il fait tout ce que fait un Z8, voire même presque mieux, parce que c'est plus facile de traiter ses fichiers parce que le capteur est un peu moins défini. Mais vraiment, c'est vrai que c'est un boîtier très 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 polyvalent. Z8 qui faisait de l'ombre au Z9, et du coup le Z6 III commence à faire de l'ombre au Z8 et au Z9. Quand on revient à l'origine des boîtiers un peu sport, ils avaient des capteurs moins définis, des D6 ou un DX3 chez Canon, et c'est des capteurs de 20 mégapixels. Là, chez Nikon, avec Z8, Z9, on a en boîtier sport, boîtier d'agence, des capteurs très définis de 45 mégapixels. Puis arrive un Z6 III avec un capteur de 24 mégapixels, un peu comme un R3 chez Canon ou un R1. Et finalement, à 3 000 €, est-ce qu'un photographe d'agence ou de sport, il se dirait pas, moi, j'irais peut-être prendre un Z6 III, j'ai un buffer illimité, j'ai une rafale qui est très correcte en obturateur mécanique et très très bonne en obturateur électronique avec peu de distorsion du fait du capteur semi-empilé. Ouais, effectivement, le Z6 III, il pourrait peut-être faire de l'ombre au Z8 aussi. Là, c'est une stratégie de chez Nikon où ils lâchent les chevaux sur tous leurs boîtiers. À chaque fois qu'ils sortent un nouveau boîtier, ils mettent tout dedans. Ils segmentent beaucoup moins que peut le faire Sony ou Canon dans une moindre mesure. Et du coup, on se demande si, comme tu dis, chaque boîtier de gamme va pas cannibaliser la gamme qui est au-dessus finalement. Et un Z6 III, en plus, à prendre en main, il est vachement plus agréable qu'un Z8. Je suis pas du tout d'accord, moi. Alors, pas du tout d'accord. Moi non plus. Et pour moi, il cannibalise pas du tout le Z8. C'est deux boîtiers très différents. Moi, je suis pleinement dans la cible. Je vais vers le Z8, mais tous les jours. Ouais, 100%. Non, mais c'est après, mais c'est intéressant parce que ça montre qu'il y a des choix. Mais je suis tellement pas d'accord. Et pourtant, il a un meilleur viseur. Le Z6 III a un meilleur viseur. Il a un meilleur viseur, plus défini, plus lumineux. Mais la prise en main, mais pas du tout. L'accès aux touches, etc. Ici, ils ont mis une touche. Ils ont mieux foutu la touche lecture et la touche corbeille. Ils ont déplacé les trucs parce que chez Nikon, ils faisaient. Quand tu manipules la touche lecture, t'es pas en train de photographier. Non, mais Nikon, ils cultivent un certain particularisme en termes d'ergonomie. Et ils disent que eux, c'est mieux que les autres. Et globalement, c'est pas toujours le cas. Et le Z8, il est toujours un peu gros. Le Z6 III, il est oui, mais on peut aimer les boîtiers gros. Non, mais le Z6 III, il est plus gros qu'un boîtier de Canon ou de chez Sony, mais il reste raisonnable en prise en main. Après, les optiques Nikon en monture Z sont tellement massives que dès que tu mets un boîtier un peu plus petit, tu as l'impression d'avoir un truc très déséquilibré en main. Ça, c'est la faute de leur monture et de leurs optiques. Ils vont peut-être un jour revenir avec des optiques plus compactes. Mais globalement, je trouve que le ratio équilibre-réflexe hybride, il atteint son pinacle pour l'instant avec le Z6 III, par rapport aux autres marques. Il y a deux caractéristiques, ils le savent et on en a déjà parlé, mais qui sont je trouve, entre guillemets, mesquines sur le Z6 III par rapport au Z8. C'est l'absence d'obturateur qui se ferme quand tu éteins l'appareil ou quand tu changes d'optique. Le rideau, oui. Donc déjà ça, c'est quand même pas grand-chose. Alors qu'il a un obturateur électronique, mécanique, je veux dire. Lui, complètement. Donc c'est pas très logique. Et puis le pré-capture, il nous en parle Hicham, mais il a raison, et c'est super bien. Et une seconde complète, c'est vrai que c'est énorme, surtout à 100 images. Après, c'est du JPEG. Et c'est vrai que le pré-déclenchement, le pré-capture en RAW, si tu veux, en tout cas, moi personnellement, sur un Z6 III, je vais redire ce que j'explique. C'est pas un défaut qu'il n'ait pas le pré-capture en JPEG, en RAW, pardon. En revanche, si tu veux essayer d'expliquer qu'il cannibalise le Z8, là, ça devient quelque chose pour moi qui est indispensable, tout comme la fermeture. Pour la prise en main, moi je suis assez d'accord peut-être avec Benjamin, je préfère le Z8, mais bon, comme tu l'as dit, c'est extrêmement perso et on peut pas donner son avis. Mais je trouve qu'on a moins cet effet de cannibalisation qu'on a pu l'avoir avec le Z8 et le Z9, clairement. Après, attention, il y aura des cycles de mise à jour certainement, puisqu'ils partagent le même processeur. Tout comme je le disais en préambule de l'émission, il n'y a toujours pas le mode de détection des oiseaux sur le Z6 III, alors qu'il est implémenté sur le Z50 Mark II, qui a aussi
processeur XP2 7, donc ça peut arriver, tout comme peut-être ce prédéclenchement en RAW, pourquoi pas, mais on n'a pas d'infos à ce stade et il ne l'a pas. Et donc. puis le rideau qui se ferme, il ne faut pas oublier que c'est un truc qui avait été initié par Canon avec les R5 et les R6, et Sony avait suivi par mise à jour avec le A9 II, je crois, de mémoire, qui ne l'avait pas, et par mise à jour, en fait, quand vous fermez, le volet se ferme aussi, enfin vous continuez. Donc du coup, c'est toujours possible de mettre à jour. Mais je trouve cet argument très fort. Moi, le rideau qui se ferme, je trouve qu'à ces niveaux de prix, tu es très sensible à ce sujet-là. Je trouve que c'est important, j'en parle souvent, mais la 7 IV là, le R6 Mark II là, quand on est au-delà de 2500 €, je trouve que c'est pas neutre. Le R5 là, le R5 Mark II là. Tous les boîtiers plus ou moins pro le font. Après, je pense qu'ils peuvent revenir dessus parce qu'il y a des fois, il y a des choix pour segmenter les gammes. Là, comme disait Ronny, effectivement, c'est un petit peu mesquin et ils vont peut-être se rendre compte que, bon, là, comme ils font beaucoup de mises à jour Nikon en plus ces dernières années, voilà. Après, c'est des boîtiers assez. Ils font un peu tout, c'est difficile de les différencier. Enfin, même s'il ne fait pas de RAW pour le pré-capture. J'ai envie de dire, objectivement, d'après ce que je peux reconnaître autour de moi, des journalistes et des pros, soit dans le sport, dans l'image, au reportage, en fait, les gens font de moins en moins de RAW, finalement. Donc, ils font de plus en plus de JPEG. Et Mathilde en parlait avec les luttes et le S9, les simulations de films chez Fujifilm, les luttes chez d'autres boîtiers. Ça devient une fonction que même moi, personnellement, avec des boîtiers des fois très définis, très professionnels, je préfère utiliser que du JPEG. Parce que finalement, retoucher, c'est aussi un métier à part. Et c'est pas forcément ma tasse de thé au quotidien. Et il y a beaucoup de gens pour qui... Une fois que tu as fait plein de photos, te dire maintenant je vais dérocher et retoucher mes 3000 photos derrière Lightroom ou DxO Photolab ou je ne sais quoi, c'est un vrai fardeau, c'est vraiment contraignant. Et le fait de pouvoir shooter uniquement en JPEG, des fois c'est reposant. Et le JPEG sorti du boîtier, quand tu compares le RAW que tu as retouché, finalement tu te démerdes moins bien que le JPEG sorti du boîtier. Et surtout maintenant quand tu as des simulations de films ou des luttes que tu peux appliquer, l'argument du tout RAW pour toutes les fonctions, moi, franchement, ça devient moins pertinent à ce niveau-là. Même sur des prix des fois très très élevés. Là, on a beaucoup parlé Z6 III, Z8. Vous aurez un coup de cœur dans cette catégorie de boîtiers ? Je ne vais pas être original parce qu'on en a parlé déjà beaucoup depuis le début de l'émission, mais quand il sera en mesure d'être disponible tout le temps, le R5 Mark II, quand tu lis la fiche caractéristique, c'est incroyable. Clairement, je ne vais pas dire qu'il n'a pas de défaut, à part qu'on n'en a pas suffisamment et qu'il n'est pas dispo, mais à côté de ça, en photo... L'autonomie, moi, je dirais. Quand tu fais des rafales de folie, je l'ai trouvé un petit peu juste. Le buffer aussi par rapport au Z8, il est un peu plus limité. Moi aussi, j'avais en performance coup de cœur le R5 Mark II parce que il regroupe un petit peu tout. Effectivement, l'autonomie et la mémoire tampon est un peu limitée pour qui fait des grosses rafales. Mais après, c'est vrai qu'il a un peu son compromis à ce niveau-là. Mais il est à touche-touche avec le Z8. C'est un peu son boîtier, c'est un peu le faux jumeau. C'est exceptionnel aussi, évidemment. Sinon, en rapport qualité-prix, j'aurais bien aimé glisser un mot sur le premier R5, que je trouve un boîtier absolument formidable, qu'on peut trouver, je crois, aux alentours de 4000 €. Et pour les gens qui font surtout du paysage, qui ne font pas forcément de la photo d'action, en termes de dynamique, de construction, il y a un rideau. Il y a beaucoup de choses sur ce boîtier qui sont très séduisantes. Et je trouve que il n'est pas du tout has-been. Évidemment, le R5 Mark II... c'est un joyau de technologie, mais le R5 a toujours son mot à dire. Je trouve que malgré l'évolution des technologies, qui est toujours plus impressionnant, les différences entre chaque gamme, entre chaque version, ont tendance à être de moins en moins impressionnantes. En fait, entre un R5, on va dire oui, il est sorti en 2020, ça fait 4 ans, dis donc là c'est long 4 ans, parce que par rapport à des smartphones qui changent tous les 6 mois, c'est long. Mais en fait, un R5, vous l'avez maintenant, vous l'avez dans 8 ans, en fait, ça se trouve, si tant qu'il est bien entretenu, il fonctionnera vraiment très très bien. Alors qu'à l'époque, le saut technologique entre un 5D et un 5D2, il était monumental, mais vraiment monumental. Là, aujourd'hui, oui, l'autofocus est un peu meilleur, il va détecter le cul des mouches à 500 mètres, quand l'autre faisait que la tête des mouches à 500 mètres, donc c'est très impressionnant. Mais il faut pas minorer les évolutions technologiques comme l'upscale en interne et compagnie, mais pour qui a déjà un R5 ou veut en acheter un, switchez pas directement vers le R5 II, à part... si vous voulez aider le fonctionnement d'IPLN, évidemment. Mais après, alors, le R5, je suis d'accord, c'est un très bon boîtier. Après, je pense qu'à aujourd'hui, au prix auquel il est, là maintenant, à l'instant où on se parle, c'est pas intéressant. C'est-à-dire que, il reste cher, c'est vrai. Ouais, pour moi, clairement, je reviens dessus, faut s'intéresser à l'occasion sur ces boîtiers-là. Aujourd'hui, un R5 d'occasion, tu vas la trouver entre 2003 et 2006, 2007. Moins de 3000, là pour le coup, clairement oui, sur un produit qui n'a pas beaucoup tourné, même qui est jusqu'à 20-30 000 déclenchements et très propre, c'est un vrai bon coup. Moi j'avais une question pour toi justement Ronny par rapport au nombre de déclenchements, alors c'est un peu un aparté, je suis désolé. Ouais, vas-y, je t'en prie, fais comme c'est que toi. Le nombre de déclenchements, le nombre de fermetures du rideau mécanique, c'est la balise, la valeur étalon pour la durée de vie d'un boîtier. Sauf que ces boîtiers-là maintenant, à capteur empilé surtout, ils sont majoritairement utilisés en obturation électronique.
Et quand on voit un R3 ou un Z8 d'occasion, il a 30 000 déclenchements ou 10 000 déclenchements ou même 1500 déclenchements, ça veut plus rien dire parce que c'est un boîtier qui a 5 millions de déclenchements en électronique parce que c'est plus des déclenchements. Et donc du coup, comment est-ce que maintenant on marche sur le marché de l'occasion, on estime vraiment la durabilité d'un produit, Le nombre de kilomètres parcourus. Non, parce que c'est plus. Enfin, regarde un Z8, un Z9, quand tu les mets d'occasion, bah, tu parles pas de déclenchement mécanique, il n'y a pas d'obturateur mécanique. Tout à fait. Et donc, du coup, à part l'aspect esthétique du boîtier à l'extérieur, comment tu classifies C'est presque tout en fait. Parce qu'en réalité, on parle d'usure entre guillemets avec le nombre de déclenchements, mais on le sait pourquoi, parce que c'est pour la partie mécanique qu'est l'obturateur, c'est le seul étalon qui nous permet de savoir un peu quelle est la durée de vie. Quand ils nous communiquent les fabricants, bah voilà, mon obturateur, cette gamme-là, bah c'est 100 000, ça c'est 300 000, ça c'est 400 000, bah tu sais que quand tu as un boîtier qui en a 10, 15, 20 ou 80, bah derrière c'est X% de l'obturation maximum garantie, parce que je reviens là-dessus, je pense que tous les gens qui nous écoutent le savent, mais c'est important. Quand on dit un boîtier, il est garanti à 300 000 obturations, ça veut pas dire à 300 000 et une obturation qui va claquer. C'est comme pour une bagnole, tu parlais de 2 chevaux qui font 400 000 bornes. Non, mais voilà, on parlait de kilomètres, mais c'est exactement ça. C'est combien de temps il est garanti au cas où il y a un problème, même après l'année ou les 2 années de garantie. Donc, ça donne une idée. Après, pour les obturations électroniques, je suis d'accord, ça redistribue les cartes. Alors, indirectement, c'est pas tellement un problème parce qu'il n'y a pas eu l'usure mécanique qui est dessus. Pour le moment, il n'a pas été prouvé qu'au niveau du capteur, on puisse, par rapport à un nombre d'obturations en électronique, avoir une détérioration principale, si ce n'est l'apparition de pixels morts, pixels chauds, mais que tu vas tester différemment et qui n'est pas lié forcément au nombre de déclenchements. Donc, à partir de là, tu l'as dit, qu'est-ce qui nous reste pour différencier ? C'est l'état cosmétique. Donc, à partir de là, et c'est là où j'invite les gens à être le plus précautionneux possible, lorsqu'il l'utilise bien sûr, et à regarder ça lorsqu'il achète. Et on finit cet aparté, puisque tu me l'as dit tout à l'heure en off, tu as acheté un objectif sur ipln.fr en occasion qui était pas très cher, qui était presque 30% moins cher que les autres occasions, parce que, et je l'ai vu, et tu me l'as montré, il avait des traces d'usure, mais tu m'as dit toi-même, en fait, il marche super bien, j'ai pas de problème, et c'est exactement ça. Donc, bien sûr que si on est hyper pointu et soigneux, on va aller se diriger vers des produits en parfait état, mais en même temps, un produit qui esthétiquement est un peu usé, ça veut pas dire qu'il marche pas bien, et on peut faire un super bon coup. Ça mérite d'être clair. L'émission spéciale déclenchement est maintenant terminée. Alors juste avant qu'on passe au moyen format, il y a un boîtier dont on n'a quasiment pas parlé, c'est le Leica SL3. Comment il se positionne dans tout ce segment, Louis ? Ouais, c'est un boîtier que j'ai pu essayer quelques temps quand il est sorti. Alors, il n'y a plus de mauvais boîtiers photo aujourd'hui, mais c'est un excellent boîtier avec un capteur plein format 60 mégapixels qu'on commence à connaître un peu partout maintenant. C'est un Q3 avec un objectif interchangeable, globalement, avec un autofocus qui est meilleur que ce que faisait Leica avant, puisqu'il a la détection de phase. Il a ça et là des petites lacunes. Après, en main, il fait des très bonnes images. C'est pas le boîtier de street ou de sport par excellence, puisque c'est un capteur très défini, assez lent. C'est un très bon boîtier. Le Leica SL3, c'est celui qui souffre le plus du placement de mauvais rapport qualité-prix de Leica en général, mais on peut le dire ça des Leica M ou des Leica Q, sauf que c'est les seuls sur leur segment. Le Leica SL3, il existe au milieu des R5 II, des Z8, des Sony A7R5, sauf qu'il coûte 3 000 € de plus, pour finalement être objectivement un moins bon appareil photo. Alors, c'est compliqué après quand tu as un Leica SL, même avec des optiques très très bonnes, même voilà, là tu rajoutes une très bonne optique Leica, des fois elles sont un peu anciennes, et là tu grimpes à 10 000 balles pour avoir un 50-1.4 en plus avec le boîtier. Bon, alors par rapport à un Sony A7R5, voire un Sony A7CR, où à moins de 5 000 €, tu as un kit très complet qui est plus performant en termes d'autofocus et avec une meilleure qualité d'image, c'est compliqué d'exister pour le Leica SL. Même Leica le reconnaît que les hybrides SL, c'est ce qui se vend le moins bien chez eux, très loin derrière les Q et loin derrière les M, parce que justement, c'est pas là où ils sont le plus forts. Et sans être des mauvais appareils photo, c'est compliqué de se tourner vers Leica pour de l'hybride. Quand il y a des très bonnes références chez Canon et chez Sony, d'ailleurs, eux-mêmes, des fois, ils ont des pros qui shootent en hybride avec du Sony, du Canon, du Nikon, et qui ont un Q à côté ou un M pour d'autres projets. Voilà, c'est comme ça qu'ils existent. Je me fais l'avocat du diable, parce qu'il en faut toujours un. En fait, il va nuancer un peu. Non, c'est pas que je vais nuancer. En fait, je suis 100% d'accord avec tout ce qu'il vient de dire. 100%. Après, c'est juste que justement, en fait, dans l'approche, si tu commences à réfléchir à comparer un SL3 avec un R5 Mark II, avec un Z8, avec un A7R5, au moment même où tu démarres à faire ça, tu sais très bien que le SL3, en fait, tu le mets de côté parce qu'il ne peut presque sur aucun niveau technologique rivaliser. Après, on est dans quelque chose qui est du domaine du plaisir et de l'utilisation.
Le viseur est quand même très très beau. La prise en main, c'est une enclume, mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec Benjamin. Enfin, pour le coup, on ne juge pas. Voilà, moi j'aime bien cette prise en main, ce matériau, ça fait vraiment rustique, ça fait à l'ancienne. Après, là où je trouve que c'est encore une fois exceptionnel, après voilà, moi j'adore le Q3 et du coup c'est le même capteur, donc voilà, c'est le rendu d'image, c'est que il y a une singularité, il y a une signature, il y a il fait du rendu, RAW-DNG. Ouais, il y a une douceur au niveau de l'image qui est aujourd'hui, je vais pas dire sans équivalence, mais on n'a pas forcément le truc le plus piqué du monde, mais derrière, en termes de rendu, c'est quand même quelque chose. Donc, au niveau des pros, on a aujourd'hui des pros dans la mode ou dans dans le photo culinaire ou dans le portrait, dans le chocolat, qui vont travailler avec du SL3. C'est pas le boîtier qu'ils vont utiliser pour aller faire des shootings de défilés ou des choses comme ça où ça va un peu vite. Par contre, dès que tu es sur du posé, là, on a, je pense, un step qui est au-dessus. Après, il faut pouvoir se le permettre et souvent, il y a 2 boîtiers derrière. Par contre, je rebondirai là-dessus, justement, par rapport à la qualité d'image. Le Q3, c'est un boîtier qu'on peut utiliser au quotidien et peut-être qu'on va utiliser des simulations de films intégrées de Leica pour shooter justement en JPEG parce que c'est un peu sa vertu première. Le SL3, faire pareil, c'est un peu bizarre, mais sortir un boîtier comme ça que pour shooter en JPEG, c'est un peu étrange. Sachant qu'on peut parler de la qualité d'image de Leica, il faut savoir que les profils de couleurs intégrés au RAW de Leica ne sont pas reconnus par les logiciels de développement que vous allez utiliser. Donc vous allez avoir un boîtier très très cher, je shootais en RAW pour l'image Leica, vous allez arriver dans Lightroom, c'est des profils Lightroom qui n'ont rien à voir, à la marge, rien à voir avec ce que vous avez shooté. Donc vous allez prendre un boîtier à 7000 balles pour faire que du JPEG. Si je dis pas d'annerie, Capture One, par contre, tu as des... Capture One, personnes utilisent Capture... Enfin... Non, mais c'est le particularisme dans le particularisme. On vise que les gens qui ont un SL, que les gens qui utilisent Capture One, que les gens qui utilisent une optique Leica M sur SL en autofocus. Ah ouais, donc là on vise. Donc c'est pour ça que je dis que c'est des gens. On vise 0,001% du marché. Oui, cette année. Non mais c'est un très bon soft Capture One en plus. Bah oui, non mais c'est un très bon soft, mais marginalement utilisé par rapport à Lightroom. Ah oui. C'est comme ça d'ailleurs. Oui. Mais d'accord, on vise peut-être un secteur. C'est une ultra niche, mais c'est une niche dans la niche. Et voilà, je pense que le SL3 est moins pertinent que les autres boîtiers Leica. Ça, je suis d'accord. Bon, allez, on continue, on termine avec les boîtiers moyen format, domaine plus que largement dominé par Fujifilm, qui a lancé cette année son GFX 100S Mark II. On écoute Jules Azeli nous le présenter. Effectivement, en septembre 2023, vous avez tous pu voir la sortie du GFX 102, qui était la nouvelle itération, en fait l'ouverture de la nouvelle génération de la gamme GFX chez Fujifilm. Et quelques mois après, en fait en mai 2024, Fujifilm a sorti le GFX 100 S2, le petit frère du GFX 102 pour faire très simple, c'est-à-dire un boîtier qui va vous proposer la même qualité d'image qui est aujourd'hui une des plus exceptionnelles qu'on puisse trouver en fait sur le marché de la photographie, dans un boîtier qui va être plus petit, plus compact, plus léger et surtout peut-être plus adapté aux besoins de tout un chacun sans aller dans des spécifications techniques qui ne vont intéresser qu'une élite parmi ces utilisateurs. Le GFX 100 S2, il reprend le capteur de 102 millions de pixels du GFX 102 qui a été mis à jour par rapport à la génération précédente, donc avec un capteur légèrement plus sensible, toujours la même définition, mais surtout des algorithmes qui sont beaucoup plus puissants, qui sont permis grâce au X-Processor 5. Donc en fait, on va finalement enfin retrouver un autofocus qui s'approche de ce qu'on peut retrouver sur les gammes 24-36 qu'on connaît aujourd'hui, mais sur un boîtier qui vous propose un très très grand capteur de 44 par 33 mm. Tous ces petits ajouts en fait sur cette nouvelle génération de GFX qui sont intégrés dans le GFX 100 S2 vont vous permettre d'atteindre la qualité d'image la plus exceptionnelle possible qu'on puisse trouver sur le marché de la photographie sans faire de compromis sur la portabilité ou sur la vélocité de votre appareil photo. Ronnie, est-ce que Fujifilm a réussi son pari avec son système grand format, comme il l'appelle, de venir concurrencer, mettre le doute dans la tête des utilisateurs, ancré dans l'idée du 24-36, à basculer sur des tailles de capteurs encore plus grandes? Dit comme ça, peut-être pas. En revanche, qu'ils aient amené aujourd'hui une gamme où ils ont un quasi-monopole, ça, on est 100% d'accord. Que leur gamme soit totalement cohérente et complète au niveau boîtier et au niveau optique, là encore, oui. Après, aujourd'hui, je reprends ce qui était dit, par exemple, on parle du GFX 100 S2 sur l'autofocus ou même le GFX 102. On sort un 500 mm pour faire de la photo animalière ou sportive.
bon bah force est de constater malgré tout que tu prends un Z9, un Z8 ou un R5 Mark II, tu lui cales un 600 mm ou un 400 mm, bah je suis désolé, hein, ça va plus vite et c'est fait pour ça. Mais après, moi j'en veux pas au GFX 100 S2 de ne pas être aussi rapide qu'un Z8 ou un Z9. C'est juste que le produit il est pas positionné pareil. Donc à un moment donné, et on revient encore à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire les mecs ils essayent de nous expliquer que c'est fait pour faire telle et telle chose. Pour moi, le moyen format GFX en qualité d'image, il va faire une meilleure image qu'un Z8 ou qu'un R5 Mark II, il n'y a aucun débat. Par contre, il ne faut pas aller lui faire dire qu'il va aller aussi vite, parce que c'est pas vrai. Ouais, tu as 1000 fois raison. Donc voilà. Non, mais ça, c'est super important, en fait. De toute façon, tu prends le boîtier en main, tu sais que tu feras pas les mêmes images déjà. Bah oui. Tu photographieras pas de la même manière, comme avec un GR, d'ailleurs. C'est vraiment le genre de matériel qui t'invite à photographier autrement. Après, il suffit d'ouvrir une image prise au GFX 100 S2 ou 102, d'ailleurs, sous Capture One, sous Lightroom ou je ne sais quoi. Ouvrez un RAW, si vous en avez l'occasion, vous pouvez les télécharger, peut-être même sur le site de Phototrend, hein, je ne sais pas, vous les proposez. Et on mesure quand même la qualité qu'on peut obtenir. Et après, on peut faire de la photo au 500 mm, enfin ce sera un équivalent 400 mm en 24-36. On fera juste une autre photo. On fera peut-être du paysage au 400 mm à la Ansel Adams, on va tasser les perspectives et tout. Mais ce qu'on obtient, ce qu'on tire de ce capteur-là, c'est proprement fabuleux. Et l'objet, alors on a parlé de notre amour pour les gros boîtiers avec Ronnie concernant le Z8. Alors là, à manipuler, c'est un pur régal. Oui, c'est un très bon boîtier. Après, il n'est pas à exclure qu'un jour, l'autofocus d'un moyen format arrive au niveau d'un 24-36 actuel. Parce que quand on regarde c'est pas exclure, mais c'est pas le cas encore. Ouais, l'évolution de l'autofocus d'un moyen format GFX, même sur du Pentax 645Z ou encore avant, par rapport à aujourd'hui, c'est quand même phénoménal. Et un moyen format d'aujourd'hui, en fait, il a avec 5 et quelques images secondes et son autofocus assez performant en détection de phase et de contraste, il est peut-être au niveau d'un boîtier plein format d'il y a 7-8 ans. Donc, c'est pas du tout déconnant. Alors après, de là, en faire du sport, parce qu'il y a quand même une question de gérer des fichiers très, 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 très lourds. Les agences, ils vont pas forcément aimer d'avoir des rafales de 2000 images à 200 mégapixels. Mais après, c'est des boîtiers très, très intéressants. Moi, j'ai toujours un peu le coup de cœur pour Blad et son X2D Sensei, qui a un gabarit très très particulier, une ergonomie très spéciale, un autofocus vraiment pour le coup assez lent, mais par contre qui propose avec le même capteur que celui de Fujifilm une qualité d'image que moi je trouve supérieure. En tout cas, un rendu d'image qui est vraiment exceptionnel, qui en plus couplé à des optiques compactes comme ils savent en faire maintenant, parce que c'est pas encore complètement faire Fujifilm, on peut avoir des setups de street photographie presque avec des capteurs 44-33, 200 mégapixels. Et là, c'est vraiment très intéressant. Après, c'est des. Et à quel prix ? Blad, je crois que c'est 8007 pour le boîtier. Un peu plus de 4000 les optiques. Oui, c'est là où Fujifilm a réussi à faire son trou en proposant des boîtiers vraiment accessibles. Ils ont démocratisé le moyen format. Donc ça, c'est pour la force. Parce que on pourrait croire que dans mon explication de tout à l'heure, j'étais négatif envers le GFX. C'est pas du tout ça. C'est juste que je comprends pas pourquoi ils essayent toujours de donner des applications qui dénaturent le produit. Effectivement, tu le disais, tu prends le fichier, t'en prends plein la figure, tu fais un portrait avec ou tu fais un paysage. Enfin, le rendu, la dynamique. Le panneau, tu recadres 100 millions. Enfin, c'est du bonheur. C'est incroyable. Il y a rien à dire. Mais c'est vrai que, enfin, pour moi, quand on nous a dit, oui, mais c'est bon, l'autofocus, vous allez pouvoir faire de la photo d'oiseaux en vol, par exemple, avec. Ben, malheureusement, tu testes. Alors oui, tu peux en faire. C'est comme dans tout. Hein. Tu vole lentement. Quoi. Mais voilà, il y a des choses que tu fais pas. Après, pour aller sur Blad, le X2D exceptionnel. Après, j'ai un petit coup de cœur en termes de look pour le 907X avec ce truc à l'ancienne où tu bascules ton écran. Et là, pour le coup, pour la street, en mode hyper discret, t'as un appareil qui a le même capteur qui vaut 1000 balles, enfin un petit peu moins, mais presque. Mais par contre, là, t'es hyper discret et tu te retrouves à pouvoir te balader avec et faire des choses comme ça en street qui sont assez sympas. C'est atypique, mais c'est très intéressant. Mais c'est vrai que Fujifilm a très vite démocratisé. Par curiosité, il y a quelques temps, je regardais sur les sites d'occasion un GFX 50R. Donc, qui avait mon boîtier préféré de la gamme en termes de look. Donc, qui, pour rappel, est un boîtier au look rangefinder, un peu comme un X4 en APS-C, avec le viseur déporté comme peut avoir un Q3 ou un Leica M. Mais un moyen format, avec un capteur de 50 mégapixels. Il n'est pas stabilisé, il est très gros, on dirait une très grosse brique. Là, d'occasion, t'en trouves à 2000 balles. L'autofocus, c'est atroce. Ah oui, mais pour de la street, à la limite pour de la manif, comme ça. Alors, c'est un pur bonheur ce boîtier. S'ils font un compact expert comme ça, avec ce look-là... J'en ai vu même entre parfois même entre 1000 et 1500 euros, quoi. Des moyens formats, enfin...
qui ont quelques années, 5-6 ans à tout casser, mais qui sont encore totalement pertinents pour faire de la street ou du portrait. Et tu dis, c'est vrai que ça peut être attrayant. On pense toujours au 24-36 parce que Sony, Canon, Nikon, ils marchent avec leurs gros sabots derrière, mais si on va sur le marché de l'occasion, il y a des moyens formats maintenant qui sont aux alentours de 2000 €. Alors oui, l'autofocus, il sera moins rapide que celui de votre téléphone, ça c'est sûr, mais avec des fichiers exceptionnels. Et c'est à ne pas négliger, et c'est surtout grâce à Fujifilm qui a vraiment cassé les prix. Il y a Phase One maintenant qui propose des compacts experts accessibles. En un an, ils sont passés de 62 000 à 22 000 € seulement. Donc c'est une option à ne pas négliger. Merci pour tes bons plans. Gros effort. Made in Danemark, hein, ça se paye. Suède, non? Ah non, Phase One, tu as raison, pardon, j'étais encore chez Blad, moi. Bon, c'est scandinave. Ouais. Allez, on conclut là-dessus. Merci Louis, merci Ronnie.